frais, non? Attends, je sors une couverture de mon Gunna, tiens. Merci, ça. Ah, attendez, j'allume un feu. Allez, chers auditeurs et auditrices, venez vous asseoir avec nous près de ce feu de camp virtuel autour duquel on perd notre virginité et on se rafraîchit la coupe de cheveux. Allez, compagnon Grand Poil et Zéphiriel. Aïe. Ça te fait rire, Grand Poil, parce que on parlait juste avant. Alors, j'ai écrit ce début ce matin et on parlait juste avant que Grand Poil s'est coupé les cheveux. Je me disais du coup, Non, mais je perdre sa doutais pas virginité un parmi instant. nous. Oui, du coup, Je comprenais pas la blague. c'est bizarre. Ah bah moi, je me suis coupé les cheveux. Toi, Zef, je sais pas ce que t'as fait de ta semaine, là, mais... J'ai perdu ma virginité. On la perd ce soir. Donc bienvenue dans ce 26e épisode de la 19e Palabre. Aujourd'hui, on continue et on termine la partie 2, intitulée Suzanne, de Magie et Cristal. On lit donc les chapitres 9, 10 et l'interlude. Mais d'abord, comme d'habitude, on commence avec les commentaires et un premier de SB qui nous dit que l'histoire de Roland et Susanna, c'est comme lire et ils meurent tous les deux à la fin. Dès le début, on sait que ça va mal finir, mais on ne peut pas s'empêcher d'imaginer la vie de bisounours qu'ils pourraient avoir. Merci pour votre travail, vous êtes ce qui rend mes trajets en train beaucoup plus fun. On a aussi un commentaire de Bubine qui dit « Merci encore pour cet épisode et pour le rire que vous m'avez provoqué avec Callahan. J'ai eu l'impression de voir l'enfant que personne n'aime dans la classe, qui lève la main et à qui on dit « Non, pas toi, Callahan !» Mais arrêtez, vous êtes méchants. C'est Mais exactement non, on ça. n'y peut rien. C'est parce que c'est quand on a vu la carte où on cherchait les timelines la dernière fois, on s'est rendu compte qu'il avait sa timeline à lui solo. Voilà. Même là, personne ne veut de lui. Pour le « avant, le temps était plus mou », c'est peut-être la version de ce monde du « de mon temps, on prenait le temps de nos petits vieux à nous ». Peut-être. Peut-être qu'il est juste un peu de pape qui disait qu'aujourd'hui le temps était devenu plus mou. C'est peut-être juste sa façon d'être un vieux boomer. Non, en fait, on le verra là dans la soirée, ils en parlent, du temps qui bouge différemment. Dans l'interlude, on va... Ouais, bien voir oui, cette dans sensation. l'interlude, oui. Et il est super cet interlude d'ailleurs, pour ça. Ouais, mais il y a Eddie. Forcément. On a Aurore Even qui nous dit « Zéphiriel, il est temps de regarder The Leftovers. Je soutiens Emily à 3000%. Et non, ça n'a rien à voir avec le fait que je sois en train de regarder la série pour la seconde fois en ce moment. Ouais, mais c'est sur un abonnement payant, putain. C'est relou. Rappelle-moi sur quoi c'est. C'est sur un abonnement Prime. Je paye Prime déjà, mais sur un abonnement Paramount ou un truc comme ça. Ouais, c'est c'est relou. supplémentaire, là. Je pourrais te que payer 7 balles par mois pour le regarder. Parce que j'ai Apple Plus en ce moment pour sévérance. Donc peut-être que si c'est sur Apple Plus, je pourrais Non, te c'est passer, sur Amazon. C'est oui, sur mais Amazon des Prime. fois... Ah oui, donc c'est Non, peut-être Paramount. Apple a que des séries Apple. Ils sont solo, ouais. Sauf erreur de ma part, je crois que c'est que ça. Bah sinon, alors payer un abonnement, non, on va pas dire Non, ça. arrêtez. Ça sera moins cher qu'un tatouage. C'est tout ce qu'on peut s'offrir, hein. C'est un abonnement Paramount pour une série qui n'a rien à voir avec le podcast. J'avoue. Et on a Jules D41 qui a commenté beaucoup ces derniers temps, mais qui a l'air d'avoir pris le podcast de zéro et qui a charbonné en un mois parce qu'on a un premier commentaire sur l'épisode 3 du podcast où on en était au chapitre 3 du Pistolero, qui dit « Aileen voit son importance grandir dans le comics Ouais. ». Et moi, je ne sais déjà plus qui c'était. Chapitre 3 du premier, c'est l'Oracle et les montagnes. L'Oracle et les montagnes, ouais. Et je sais déjà plus qui était Aileen. Et moi Aileen, non plus. c'est Je crois qu'on a- c'est la gueuse de Roland quand il est à Lude. Ah, ok. C'est celle qui ken quand il est à Lude, et c'est elle qu'il voit quand il voit l'Oracle et la montagne, elle se transforme en Aileen, de mémoire. Parce qu'ils peuvent pas encore... ils peuvent pas, comme c'est une série. King peut pas encore spoiler, je mets des guillemets, Suzanne, parce que du coup, il voit Suzanne à travers elle. Ah oui, Ouais. ok. C'est un truc du genre. Ok. Donc voilà. Je crois que le tome 1, c'est celui dont je me rappelle le mieux de tout. Oui, tu t'en souviens bien. Hein. Je crois que je pense que je vais le relire. Plus ça va, plus je l'aime. Plus j'y pense et plus je l'aime. Comme un bon vin. Tu reviens, il vieillit bien. Ouais, après, tu bois pas d'alcool, donc t'as pas la ref. Surtout que tu penses pas au vin, puis tu l'aimes pas plus que tu penses au vin. Si, t'as des bons vins, en fait, de te dire, ils vieillissent bien. Donc, en fait, il faut dans les... ce sens-là, d'accord. Dans ce Chaque sens-là. année, ils changent un peu de goût, ils sont un peu meilleurs. Non, parce Ouais. que plus j'y pense, plus je l'aime. Le vin, je comprenais pas la ref. Un truc de, je sais pas. Non, t'as ça pour nous aussi. Plus tu penses à nous, plus tu nous aimes. J'ai entendu porno, putain. Comme un porno, plus tu penses, plus tu l'aimes. Bon, les gars, on va se calmer. Alors, on parlait ce de perte début de d'épisode est virginité. très orienté, là. Hein.
Pardon. Non, t'inquiète. Toujours Jules D41 qui est passé à l'épisode 8 après, où on était sur les 3 cartes partie 2, qui dit « Quand j'entends l'affection d'Émilie pour Hot, affection que je partage, j'ai encore plus hâte d'arriver au podcast où le bafou rejoint le cathète. » Et du coup, j'espère, Jules, que je t'ai pas déçu avec l'arrivée du cathète. C'était chez qui, ça? La voiture. Je sais pas, ça doit être chez Emily, alors. Ah oui, ça klaxonnait en bas de chez moi. Oui, Ouais. c'était Oui. ça, vous l'avez entendu. Ah Ouais. shit. Oui. Parce que j'étais en train de parler, sinon Discord prend pas ce bruit-là. Oui, il y a du bruit dans ma rue en ce moment, c'est relou. Et Jules D41, qui est arrivé jusqu'à l'épisode 21, donc qui a certainement bientôt terminé, qui dit c'est le début de Magie et Cristal là. Pas mon tome préféré, bien que j'ai apprécié son adaptation en comics. J'aurais aimé aussi que Quick ait davantage de temps de présence, façon Seymour dans Final Fantasy X. Je viens, je me prends une rouste, je pars, je reviens, je me reprends une rouste, je repars, je reviens, etc. King, il fait pas trop ça en général. Il a pas de, à part quelques personnages qui vont revenir plutôt d'une histoire à l'autre, il a pas ce truc dans une même histoire d'avoir un personnage qui va revenir plusieurs fois. Ouais, généralement, quand un personnage disparaît, il disparaît pour de bon. Il y a peu de mystère du « Oh, est-ce qu'il va revenir plus tard ?» Oui, de toute façon, il le dit qu'il se paraît, donc en même temps... Oui, il n'y a pas trop de mystère. Et un commentaire de Anne-Sophie qui nous dit « J'ai fini d'écouter votre dernier épisode de la 19e Palabre. » Bravo Anne-Sophie. Ce marathon où vous faites des marathons. On est quand même à l'épisode 26. Je crois qu'on a à peu près 2 heures par épisode. Ça fait quand même beaucoup de temps d'écoute. Hein. Beaucoup de contenu. Merci d'avoir tenu aussi longtemps en tout cas. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui arrivent jusqu'au bout. Et donc elle continue et je n'ai pas grand-chose à dire pour une fois. La raison est que je suis comme Émilie en fait. L'histoire d'amour entre Roland et Suzanne ne m'atteint pas vraiment. J'en saisis bien les enjeux, le côté tragique, la manière dont elle va influer sur le destin de Roland, mais rien à faire, ça ne m'aime pas. J'ai beaucoup de pitié pour cette pauvre Suzanne qui finalement est le jouet de tout le monde, y compris Ducas. Tout le monde se sert d'elle, la manipule sans qu'elle puisse se dépêtrer de tout ça malgré sa force de caractère, et cela est plutôt touchant. Après, je dois bien admettre que de manière générale, les histoires d'amour chez King ne me touchent pas. Ce n'est pas là, à mon avis, qu'il excelle, il ne peut pas être génial partout, à part peut-être l'histoire d'amour entre Jake, entre parenthèses George, et Sadie dans 2263 qui m'a davantage touchée. Comme Emily, l'histoire d'Eddie et Susanna ne me transporte pas non plus. Bref, c'est la raison pour laquelle Magie et Cristal n'est pas mon tome préféré, même si je trouve très intéressant de connaître le passé de Roland. Je suis assez d'accord sur Sadie, genre. Ah, Ouais. complètement. C'est C'est une belle vraiment une de ses meilleures histoires d'amour, je pense, entre personnages dans un de ses romans. Ouais. Meilleure, je pourrais pas dire, j'ai pas tout lu, mais oui, elle est belle. Elle est très belle. Elle est plus belle que Eddie et Suzanne et Ah, tu trouves? Qui dit Eddie, Susanna et Suzanne et Roland, ouais, clairement. Ah, marrant, Ah ouais, j'aurais pas ouais, pensé elle que est- tu... Ouais. Bah, elle est ancrée dans une réalité qu'on... Là, en fait, Eddie et Susanna, leur histoire, elle est belle. Enfin, moi, je la trouve incroyable, mais elle est pas ancrée dans ma réalité. Donc, c'est un conte de fées. C'est Aragorn et Éowyn. Non, pas Éowyn. Non. Oh, Merde, je l'ai pas. Putain, qu'est-ce que j'aurais aimé la voir et pas vous. Nolwenn, non, c'est pas ça. Eowyn? Non, c'est pas Eowyn. Oh là là. Oh non, les Oh, les vieux nerds nerds de merde. Oh, les nuos, ce qu'on est. Arwen. Que je le trouve. Arwen. Arwen. J'ai pas le temps donc- d'aller chercher. Attends, il allait chercher direct. Mais oui. Qu'est-ce que j'aurais aimé la voir. Crampoil l'a fait direct, là, tu l'as vu taper. Ah, voilà. Autant Aragorn et Arwen, je trouve que c'est une histoire d'amour incroyable de deux amants qui veulent pas se trouver, et c'est fou. Mais pareil, c'est ancré dans une réalité qui est pas nôtre. Ouais. Sadie et George dans 2263, autant il y a le côté un peu fantastique du voyage dans le temps, autant quand ça se passe, c'est ancré dans leur propre réalité, quoi. Dans la réalité dans laquelle ils sont. Et je trouve ça fou parce que c'est ça. En fait, je trouve que c'est une belle rencontre de deux êtres qui sont pas identiques mais complètement faits pour se rencontrer. Je sais pas comment expliquer ça. Parce que lui, il vient du futur, donc il a un peu plus mieux évolué que les gens des années 60 à ce moment-là, mais du coup, il est, oh là, attention, je veux dire, un peu moins con que les gens des années 60. C'est difficile à dire, mais que les mecs des années 60. Mais ouais, leur histoire, elle est incroyable. C'est très beau. Là, puis surtout, Et on voit leur il y a une histoire fin se tragique en développer. plus. Pardon. Alors, il y a une fin tragique. On voit leur histoire un peu plus se développer que je trouve celle de Eddie ou Susanna, où on a plus l'effet coup de foudre. Oui, c'est le immédiat, cœur, et du coup, on ouais, est posé dans cette situation. Ok, ils s'aiment. Bon, bah, on passe à la suite. Je pense que 50% de l'histoire de 2263, c'est leur rencontre et leur amour. Hein. Comment l'amour naît et ainsi de suite. C'est adorable. Donc oui, je suis d'accord.
Oui, il y a quand même en plus dans 2263, alors on va spoiler la fin, sachant qu'il y a 2 fins. Il y a la fin officielle qui est celle qui a été publiée, qui est celle écrite par Joe Hill, parce qu'en fait King a écrit 2263 et il l'a fait lire à un de ses fils qui est auteur aussi. Enfin ses 2 fils sont auteurs, mais il y en a un qui a un auteur à succès et qui a écrit à peu près dans le même genre. Et Joe Hill et lui a dit ta fin elle est pas dingue, moi je pense que tu devrais faire ça. Et donc nous la fin qu'on connaît c'est celle que Joe Hill lui a suggérée. Il y en a une autre qui est publiée sur le site du King qui est du coup sa fin d'origine. Et en fait la fin qu'on connaît, elle a ce truc aussi de se dire que l'amour est un peu traverse les mondes et les univers parce que en fait ils sont plus censés se connaître parce que lui il revient à une timeline. Du coup il revient pas à sa timeline, il revient à une timeline qui est identique à celle de départ et il va la voir alors que elle a vieilli toute seule de son côté et elle a l'impression de le reconnaître. Donc il y a quelque chose quoi. Il y a quelque chose. Sachant que c'est pas tout à fait elle du coup. C'est pas la même timeline. Ah oui, non. Je rappelle qu'il voyage pas dans le temps dans 2263. Hein. Oui, non, c'est pour ça. Mais j'ai dit que c'était pas la même timeline. Non, j'ai pas dit ça. Si, je l'ai dit. Ah oui, pardon, oui. Il y a dans une timeline qui est identique, mais du coup, après, j'ai toujours, est-ce que c'est vraiment la même Sadie ou pas bon. Non, mais en fait, c'était bien. Enfin, je voulais appuyer ce que tu disais dans le sens que ça transcende les mondes de l'amour, puisque en fait, c'est toutes les Sadies du monde qui ressentent un truc pour lui. Quoi. Oui. Ouais. Enfin, des mondes. Exactement. Ouais. Et du coup, c'est tout pour la partie commentaires. Avant qu'on passe au résumé de la fin de cette partie 2, Zef, est-ce que tu as le Previously On ? C'est fou, moins de commentaires pour un passage qui est apparemment moins intéressant. Il se passe quand même pas grand-chose. Parce qu'il se passe des trucs, mais il y a moins de choses à dire dessus. Résumé de l'épisode donc précédent. Chiant, bisous. Chiant. Merci. Je plaisante. Oui, je me demande, vu que t'as fait chiant, bisous, chiant, est-ce que la prochaine fois, ça sera chiant, Nick, chiant. Bon, c'était moins chiant, celui-là. Cet épisode-là, il est moins chiant, il est cool. Oui, il est moins chiant. Non, en vrai, je l'ai bien aimé. Dans l'épisode précédent, nous avons assisté à chiant. Enfin, nous avons assisté à une dispute entre Suzanne Cendrillon Delgado et Cordelia, sa belle-mère méchante. Elle s'appelle pas Delgado, sa belle-mère, sa tante, pardon. J'ai un doute. Si, ouais, je suis pas allé rechercher, mais elle est Delgado, ça. Bah, il me semble. Hein. Nous assistons aussi à une entrevue entre Roméo et Juliette sur l'aplomb. Un « oui, je te veux, mais restons loin de l'autre, et finalement je t'embrasse, mais en fait non, il faut arrêter ». Roland qui se rend compte que quelque chose cloche là où il est à Mégis, vous le dites comme vous voulez, et un Jonas qui sait bientôt que le trio de garçons est plus dangereux qu'il ne le pense. Absolument. Et donc nous sommes toujours dans la deuxième partie intitulée Suzanne. Chapitre 9, Cidgo. On retrouve le vieux Miguel, le mozo, c'est-à-dire le serveur, quand on cherche la traduction, de Thorin, qui occupe ce poste depuis bien avant l'arrivée d'Osmer, qui arrive chez Suzanne avec une de ses juments, Félicia. D'abord heureuse de la retrouver, Suzanne déchante quand elle se souvient, ou plutôt qu'elle réalise que ce n'est que le paiement de sa promesse. Paiement d'un cheval qui lui revient de droit à la base. Oui, c'est ça le pire. Tiens, c'est elle qui a élevé le cheval et tout. Toncord se retient de lui faire remarquer que s'occuper de la jument la tiendra éloignée d'autres préoccupations. Les 2 femmes ne se sont pas querellées depuis la dernière fois. Suzanne ne la provoque pas, sentant qu'une embrouille de plus la ferait craquer définitivement. Et le pire dans tout ça, songe-t-elle, c'est que son père aurait bien aimé Will. Son père, c'est quand même un gros con. Hein. à Mademoiselle Delgado. Parce qu'elle dit, parce que se taire, enfin, mon père aurait dit, parce que se taire est souvent ce qu'il y a de mieux à faire, lui avait dit son père quand elle avait l'âge de 10 ans. Entre... Bah non, on subit, ferme ta gueule. Si les garçons te mettent la main au cul, c'est de ta faute. Et je sais plus ce qu'il y avait d'autre dans le même genre. C'est vrai que c'est pas le père qu'on aurait aimé lire. Vu comme elle est nostalgique de lui, on aurait aimé avoir quelqu'un qui, un peu comme lui, détonne un peu des codes de cet univers-là. Et en fait, il était sans doute meilleur que la plupart des hommes de cet univers-là, mais il reste sexiste et un peu à l'ancienne. Exactement. Oui, le pire, c'est qu'il détonne déjà. Tu vois, en vrai, il a des réflexions qui sont avancées, entre guillemets, par rapport au monde où il est, mais... Merde. Voilà. J'ai fini le point 1. Est-ce que tu as des trucs à dire sur le point 1 avant que je te perde Non, c'est bon. C'est bon. C'est les 2 points du point 1.
Suzanne change les fers de Félicia, des fers forgés par Brian O'Kay, dont l'établissement semble en parfait état. Il semble qu'il traverse une, je cite, période florissante. D'ailleurs, il accepte avec une légèreté inhabituelle de lui faire crédit. C'est marrant parce qu'on sent même quand on le sait, on sent quand King y prépare des choses. Je sais pas dire comment on peut lire dans son style les choses qu'il met pour le décor et les choses qu'il met pour faire des fusils de Tchekhov, quoi. Ouais. Et là, ça se sent direct de se dire, ok, retiens cette info parce qu'on va y revenir plus tard. Et on y revient dans pas longtemps, donc c'est assez facile à retenir en réalité. Ouais, bon, on sent bien que le forgeron, il a meilleure fortune que d'habitude. Ouais, clairement. Il a de quoi faire. J'aime bien non, mais je vais te faire confiance. De toute façon, t'es une bonne amie du maire. Oui, bah, va pas partir en fumée d'un coup, quoi. Ils font en rire. En ressortant, elle tombe littéralement sur un ami de Will, Richard. Alors qu'elle se retient de lui donner des baisers à transmettre à Will et qu'elle se demande ce qu'il fiche dans ce coin, elle découvre plus tard qu'il lui a glissé un mot dans la poche. Roland lui donne rendez-vous à Citgo ce soir ou demain soir. Arrivée au citerne, Suzanne entend les mots de son père lui rappeler de tenir sa promesse. Peu importe à quel point c'est dur. Et c'est là, Zef, en effet, où on entend parler de son père, pas comme on aurait aimé en entendre parler. Pendant le trajet, ses réflexions internes, King nous a reglissé des indices de son intelligence, à elle, en tout cas, notamment qu'elle sent bien que Will et ses amis ne sont pas ce qu'ils disent être. Et je trouve là-dessus le développement de Suzanne plutôt cool parce que au début, elle nous a quand même été présentée comme presque une pucelle écervelée et à mi-dîner un tout petit peu, quand bien même on sentait qu'elle avait du caractère et de l'intelligence. En fait, plus on avance et plus on voit une jeune femme forte qui est juste en fait contrainte complètement par la volonté de sa tante, par les promesses que son père lui a fait faire et littéralement par le cas. Ah oui, ouais. T'avais senti le côté un peu mini-dette, comme tu dis, j'ai pas senti trop ça, moi, en fait. Dès Je l'ai senti un peu, mais je pense peut-être à travers les yeux de Réa, surtout, tu vois. Au début du tome. Oui, toute la partie qui m'a assez agacée dans ses premiers échanges avec Roland, où moi je les lisais vraiment des mécaniques de ah là là, il me regarde pas, donc du coup je vais essayer de le séduire et je me vexe parce qu'il me regarde pas. Parce que vous aviez un peu en effet, et je suis assez d'accord quand même avec le recul, mais je garde quand même le côté un peu midinette de, en fait c'est juste parce que c'est enfin quelqu'un qui la traite avec respect, mais c'est aussi, je pense qu'il y a un peu des deux en fait. J'aime bien sur le point 3, si on est bien là. Il y a un passage qui dit « Cernant le tout, comme le vent qui se lève, assiège une maison branlante, elle sentait grandir l'idée du cas. Cependant, renoncer à son honneur pour cette raison était tellement facile, n'est-ce pas? Excuser la perte de sa vertu en invoquant la toute-puissance du cas. C'était là une douce pensée. » Parce que c'est là où elle va se refuser à Roland en disant non, elle va lui demander et lui va refuser, ou un truc comme ça, je crois. On va y venir. Et en fait, je trouvais assez intéressant cette réflexion autour du cas et de sa décision à elle, de à quel moment le cas pourrait être une forme de décision pour elle. Parce que, en fait, il y a les sentiments qu'elle a, l'envie, la passion. Est-ce que c'est de son fait à elle ou c'est le cas qui les place pour qu'elle les ressente? Est-ce que c'est si intense qu'elle ne peut pas se calmer et donc c'est le cas et non pas elle qui fait le choix de voir Will? Tu vois, en fait, elle se dit est-ce que c'est le cas qui me force à le voir ou ce sera le cas qui me forcera à le voir? En fait, tu te dis mais en fait quelle est comme il y a une raison entre guillemets, enfin sentiment et raison qui sont mêlés là-dedans. Et en plus on invoque le cas de si je dois le voir c'est le cas parce que là je dois pas le voir parce que c'est la bonne façon de le penser et de le faire. En fait, il y a un truc de réflexion autour de ça qui est le serpent qui se mord la queue, quoi. Tu vois, genre, elle va le voir en se disant, c'est le cas qui me pousse à le voir parce que j'ai trop de sentiments pour lui, j'ai envie de le voir. Et quand elle veut pas le voir, elle se dit, non, mais c'est le cas, faut pas que j'aille à l'encontre du cas, je dois pas le voir, je dois aller sur ma presse. C'est vraiment le truc de... je sais pas, parce que, en même temps, elle se dit que si elle se dit que si elle invoque le cas pour aller dans un sens ou dans l'autre, quelque part, elle se cherche une excuse. Il y a quand même aussi la notion de son libre arbitre dans la décision qu'elle va prendre et pas juste subir le cas ou s'en servir comme d'une excuse, de faciliter un peu la vie en mode non, c'est le cas, j'y vais, allez, c'est parti. Oui, mais comme on décrit le cas comme une roue qui tourne et sur laquelle t'as pas le choix d'aller, tu vois, qui t'oblige à faire les choses parce que c'est comme ça, c'est le dessin, le karma, tout ce qu'on veut. C'est intéressant
Tu vois, autant je m'en moque quand les mecs se disent, je sais plus, Roland qui dit, je sais pas si je dois aller à gauche ou à droite, ou soit faire ça ou ça, bon bah c'est le cas qui décidera. Je dis bon bah tu t'en remets au destin, et je trouve ça assez drôle parce qu'en fait à un moment il va quand même prendre une décision. Genre, tu vois, il va pas attendre au bord de la route en disant bon, faudrait me dire maintenant, tu vois. Il va vraiment y aller à un moment et il se dira bah c'est le cas qui m'a fait prendre ce chemin. Alors, en fait c'est plus philosophique de ça, c'est quel que soit le chemin que tu prendras à gauche ou droite, le cas te ramènera là où tu dois aller, point. C'est ça, en fait, le cas. Et là, à chaque fois qu'ils en parlent, les deux, et là, notamment Suzanne, parce qu'elle en fait beaucoup référence, elle se donne une raison de dire, si je craque, c'est parce que le cas m'a fait craquer. En gros, je grossis un peu le trait. Hein. Mais alors qu'en fait, t'as envie de dire, bah non, meuf, juste fais ce que tu penses qu'il faut que tu fasses. Le cas t'arrêtera s'il doit t'arrêter, ou te laissera continuer si c'est ce que tu dois faire. Et en fait, c'est marrant qu'elle se pose la question et qu'elle se dise bon bah c'est le cas qui décidera. Ou est-ce que c'est le cas qui fait ça? Oui, je pense que c'est là où le cas a plus d'aspérité que ça, dans le sens où je pense que c'est aussi une façon de King de faire une métaphore de ce qu'est la foi. Et en fait, c'est pas uniquement, tu vois, suivre et dire ça va me remettre sur le droit chemin, c'est de aussi un peu choisir de croire ce qui me fait du bien de croire. Et donc, des fois, s'en remettre au cas et donc à des décisions qui sont plus fortes que nous, et des fois s'en remettre à autre chose ou un peu s'arranger avec ses propres croyances pour, à la fin de la journée, essayer de mieux dormir. Ah ben c'est clairement, les voies du Seigneur sont impénétrables, hein. Genre c'est cette fameuse phrase qui dit bon bah parfois t'as eu un accident, c'est comme ça, ça t'a empêché d'aller quelque part, mais c'était pour ton bien dans un futur proche, lointain, on s'en fout. Et c'est exactement cette forme-là que ça prend, et c'est intéressant. Mais du coup, je trouve ça amusant que les personnages se mettent en réflexion autour de ce qu'ils doivent faire en mettant un peu le cas dans l'équation. Alors que le cas, on s'en fout en fait. Que tu fasses la chose ou pas, si le cas veut que tu fasses quelque chose, il le fera. Bon, bah, ça t'arrivera. Et c'est intéressant. Oui, parce qu'elle est jeune encore, de toute façon. Oui. Et elle rentre finalement chez elle. Le lendemain, c'est dimanche. Et c'est rigolo de voir comment ça s'écrit. Je me demande comment ça s'écrit dans la VO, parce qu'en VF, c'est D-I-2-M-E-N-C-H-E. Ah oui. Et ben c'est Sanday. S-A-N-D-A-Y. Parce que je me suis posé la même question. Ah, marrant. Un peu comme San... ouais, non. Je me dis, c'est monsieur en japonais. Ouais, je peux être persuadé qu'il y a beaucoup de rapports. Ouais. Ça fait 6 semaines qu'ils sont là, et alors qu'ils parcourent le marché nord, Cuthbert a le mal du pays et en a honte, mais ses sentiments se dissipent grâce à Suzanne, qui vient taper sur son épaule. J'aime bien Cuthbert qui a le mal du pays. Oui, il est touchant. Bah oui, parce que c'est un garçon de 14 ans. Bah ouais, c'est son enfant. Il a envie de rentrer chez lui voir sa maman. Et je trouve ça trop bien. En vrai, même sans être un enfant, quand je pars en vacances 10 jours, bah ça fait déjà au moins 5 jours que mon chez moi il me manque. Oui, tu vois. Complètement. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu étrange, parce que c'est vraiment tout ce qui leur arrive avant, à moins qu'on nous le rappelle régulièrement, on se rend vraiment pas compte de leur âge, à part dans ces petites touches, ces petits moments. Oui. Ils ont été poussés dans l'âge adulte très vite, très fort, et finalement ils ont encore cette tendresse des enfants qui devient nostalgique, à qui ses parents manquent, sa maison, tout ça. Ouais, mais c'est marrant, tu vois, dans le tome 1, quand Roland parle de son passé en tant qu'enfant, on se rend compte que ce sont des enfants parce qu'il y a Cord qui est là. Parce que lui, c'est un adulte. Et du coup, il y a cette différence de parler, de réagir, de penser ainsi. Et là, comme ils sont que entre enfants, relativement, mais genre, t'as le trio plus Suzanne, qui est elle aussi une enfant, à 2 ans près, tu vois. Elle a leur âge. Il y a un effet de, en fait, on a l'impression que c'est des adultes. C'est intéressant. Alors, chez King, un des sujets qui revient le plus souvent, un des schémas de toutes ces grandes œuvres, et quand je dis grandes œuvres, c'est pas forcément que c'est les meilleures, mais en tout cas les plus connues et les plus popularisées, c'est le passage à l'âge adulte. Oui. Ça, le sujet de ça, c'est complètement ça. Et c'est drôle parce que dans ça, au moment où le club des losers est jeune, il y a un des gamins qui s'emporte au moment où ils se disent tous, on va partir à la recherche de Georgie qui a disparu, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gamins qui ont disparu, c'est inquiétant, donc on va mener nous-mêmes l'enquête. Il y en a un qui s'emporte en disant, on est des enfants, c'est l'été, on est censé s'amuser dans les friches et pas être en train de trouver des jambes coupées dans des égouts. Et c'est ça, en fait, c'est un peu cette dualité-là de, on sait pas, on n'est plus vraiment des enfants, on n'est pas encore tout à fait des adultes, et là on est complètement là-dedans, poussé en plus par Suzanne qui a un contexte qui l'oblige à grandir et à maturer et avoir des responsabilités, et pareil, les garçons, des responsabilités qui sont pas censés assumer à cet âge-là, que ce soit dans leur culture ou pas. Et c'est complètement King. Et c'est pour ça que c'est cool. Et ça marche bien parce qu'il sait bien le faire en plus.
Et donc Cuthbert est tellement absorbée par sa beauté qu'elle ne comprend pas qu'elle essaye de lui donner un petit paquet, en faisant semblant que c'est lui qui l'a laissé tomber. Il se dit même qu'elle est si belle que personne ne se doute de son intelligence. J'adore. C'est clair. Il est malin, mais il voit pas ce qu'il a sous les yeux, quoi. Non. Bah si, justement, il le voit. Bah pas tout de suite, quoi. Bah, en fait, si, ou alors il le voit trop. Oui, non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que il est ébloui par sa beauté. Du coup, il ne voit plus ce qu'elle essaie de le faire. En fait, c'est ça le schéma. En fait, ce qu'il dit, c'est elle est tellement belle qu'on penserait pas qu'elle est intelligente, c'est qu'elle est tellement belle qu'en fait, pour moi, il est ébloui par sa beauté avant de comprendre qu'elle essaie d'être intelligente. C'est mal dit. Surtout, elle est sous-estimée. Et ce qui est son fardeau, parce qu'elle a été choisie par Thorin parce qu'elle est belle, c'est potentiellement quelque chose qui pourrait aussi la sauver. C'est que sa beauté fait qu'on la sous-estime. Complètement. Il y a Dolina suspendue en enfilade juste après le digne de Cuthbert à lourd de machin au tout début, alors qu'il se tenait là à exhumer les ponchos et des couvertures Dolina. Je suis allé voir en concordance, Dolina c'est des couvertures. Ah oui. Voilà, c'est tout. Ok. Et du coup je me disais, je sais pas si c'est Cuthbert qui exagère encore quand il parle de Suzanne en disant oh, elle est tellement belle machin et tout, c'est parce qu'il est quand même un peu comme ça, ou si c'est vraiment elle qui est vraiment belle. Et quand on disait tout comme son ingéniosité, on ne s'attend pas à tant d'ingéniosité sur une fille aussi belle. Je dis, non, Cuthbert, t'as aussi ton sexisme là, putain. Ouais, mais ils ont été élevés presque en garçons. Tu vois, on n'a pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de garçons, de filles à Gilead, ou en tout cas, c'était pas, ils étaient pas élevés au même rang. C'est peu mentionné, en tout cas. Ah, c'est peu mentionné, ouais. Genre les passages dans les cuisines et tout, je suis pas sûre que les autres enfants-filles, elles soient pas juste à la couture. Et donc, ils ont 2 ans de moins que Suzanne, ils ont que 14 ans, eux, quand même. Donc, je lui pardonne, en fait. Je vois ce que tu veux dire, mais je lui pardonne. Ouais. Roland est au belvédère, comme à son habitude. Un point de vue sur Ambry, qui lui permet de stalker tranquillou la maison d'Elgado. Et cette fois-ci, Alain est avec lui. Aucun des deux ne parle, ce qui étonne toujours Cuthbert. Bert remet à Roland le paquet qui contient seulement un message. Suzanne met un râteau à Roland. Alors, Alain a l'esprit clair et une diplomatie que personne ne soupçonne jamais, et rappelle à Roland leur mission ici. Les garçons échangent leurs infos. Toujours aucun signe de 2 papes. Pour eux, ça ne fait aucun doute qu'il a été envoyé retracer leur parcours. Tellement intelligent. Roland décide d'attendre encore, espérant que Suzanne changera d'avis. Conscient aussi que sans leur amour, elle aurait sûrement déjà consenti à coopérer. Mais ils ont besoin de quelqu'un qui connaît l'endroit pour s'approcher de Sitco. Je me disais, je revenais sur... j'aime bien le râteau qu'il prend, mais je me souvenais plus que c'était tant oui j'ai envie de te voir, non faut pas, oui j'ai envie de te voir, non faut pas, que ça faisait autant d'aller-retour. Et vraiment, quand j'ai vu le mot, je me suis dit, oh putain, relou, putain, encore une fois. Ouais. Et en fait, parce que je me souviens qu'ils arrivent à baiser, je me disais, putain, je pensais pas que c'était aussi chiant, quoi, revenir à. Et encore une autre fois, hein. Ouais, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le tiraillement de Suzanne est vraiment très, très intense aussi sur son honneur, son cas, ses envies, c'est... Mais le cas, il fera ce qu'il faut. Ouais. On l'a dit. Après, tu vois, dans des proportions qui n'ont rien à voir. Moi, j'ai déjà eu ce truc avec des crushs en mode t'écris un message et puis non tu l'effaces et puis tu réécris un message et non tu l'effaces et c'est pas tout à fait la même chose, mais ça reste un peu la même mécanique, tu vois, de dire je devrais pas, mais oui, mais non, mais je devrais pas. Je comprends, je lui pardonne. Ouais. Moi non. Après oui, en effet, du coup ça rajoute aussi peut-être un peu à la longueur du truc et au côté un peu vas-y en fait à un moment donné à avancer parce que là on n'en peut plus. Non, mais ça donne l'excuse de, au moins, ça remet Roland, la tête de Roland sur les épaules de bon, on va aller visiter Sitco sans elle, machin et tout. Oui, oui, c'est ça. Ça fait avancer les choses, quoi. Ouais. Et j'aime beaucoup l'expression de on est trop jeune pour aimer des affaires de ce genre, il n'a pas assez neigé sur nous. Je trouve ça trop mignon. Je dis, oh, c'est mignon. Oui, c'est joli. Les garçons savent que le danger est plus grand que prévu et qu'ils sont sans doute trop jeunes pour l'affronter, en effet, c'est ça. Mais ils décident d'attendre quand même. Suzanne travaille dur tout le dimanche, durant, en espérant s'épuiser pour ne pas penser à Will en se couchant. Mais ça ne marche pas. Elle songe à l'infime possibilité que son père ait été assassiné. Comprenant elle aussi que c'est son amour qui la retient d'aller dissiper ce doute, elle s'endort soulagée. J'aime bien en fait, cet aller-retour-là nécessaire, tu vois, de non, j'ai plus envie de te voir. C'est vraiment pour que... Alors, je sais pas si c'est dans l'écriture, mais ça lui prend du temps en plus de revenir sur ce... Ah, mon père, il y a un truc qui va pas, quoi. Clairement, il y a un truc qui pue. Et j'aime bien parce que le passage là, il est trop petit, il est vraiment petit, c'est un paragraphe, quoi, tu vois. Et c'est agréable, j'ai bien aimé.
Oui, là, t'as vraiment l'impression d'un jeu d'échecs avec des pions qui se mettent en place un peu plus rapidement. Parce qu'on change vraiment très rapidement de plein de points de vue. Et là, jusqu'à la fin des 2 derniers chapitres, on va en avoir plein d'autres des points de vue, notamment Rhea qui revient 2 fois. Ouais. Temps de corde plusieurs fois aussi, mais des fois juste entre 2 paragraphes. On sent que ça s'intensifie et que l'étau se resserre. Mais n'empêche, à la fin de ce paragraphe, quand elle s'endort soulagée, on a quand même l'impression qu'elle est elle-même parvenue à une décision. On sait pas encore laquelle, mais c'est vrai. Tu vois, je le vois comme ça aussi, cette fin de petit chapitre. Oui, qu'elle a trouvé un compromis, on sait pas lequel, mais de se dire, ok, en fait, let's go. Au repos des voyageurs, Shimi tout joyeux et en tenue de jardinage vient à la rencontre des 3 petits chasseurs du cercueil, un sobriquet qu'Alain n'apprécie guère, et donne un paquet pour Will. J'avoue. Il ne sait plus de la part de qui, mais se souvient que le paquet est censé contenir des graines. Donc on comprend très bien dans l'échange qu'il n'y a pas de graines du tout dans le paquet. Et que le message est qu'il doit aller les semer sur l'aplomb. Tiens. Les yeux de Will s'enflamment et Shimi prend peur. Il voit en Roland l'homme qu'il va devenir, un tueur prêt à tout pour ce qu'il cherche à conquérir. Que ça soit une femme, et eux ils la savent pas encore, ou une tour. Et le paragraphe se termine quand même sur il était aussi mauvais qu'eux, sinon pire. Oui, donc c'est terrible. Je suis sûr de tout ce qu'il va faire derrière. Je me disais, on en fait un peu trop ou pas sur Roland. Je me demande, est-ce que pour être un pistolero, c'est pas que justement il faut être capable de ça, mais être en mesure de le maîtriser? Est-ce que c'est pas ce qui manque, ce qui fait défaut à Eldred Jonas? Ah non, c'est la notion de morale, je pense. Oui, mais justement, la morale, c'est ce qui fait que tu maîtrises. Oui, d'accord, oui, pardon. Oui, je vois ce que tu veux dire. Un tueur sanguinaire, que t'aies ce potentiel-là qui fait de toi quelqu'un d'hyper conscient, de prêt à tout pour la morale, justement, mais que tu le fais pas pour la morale. Je pense que c'est ce qui te permet de faire la différence. Tu te rends bien compte que tu fais une connerie, ce qui est pas le cas, du coup, de chez De Pape et compagnie, où ils jubilent presque à chaque fois qu'ils tuent quelqu'un, ils se vautrent dans la situation. Oui, ils sont capables de tuer au nom du bien, quoi. Ouais. La fin justifie les moyens. Alors, cette phrase n'est pas ce qu'on pense. Vas-y, explique. C'est vraiment très long parce que c'est pas. Faut que je relise le truc. Mais je sais que c'est pas ce qu'on pense de. Il faut. Tu peux marcher sur les gens pour arriver à ton but. C'est pas ça que ça veut dire à la base. Ok. Il y a tout un contexte à revoir. Mais je pourrais le regarder pour la prochaine fois. Ouais, carrément. Dans le paquet de soi-disant graines, il y a un mot de Suzanne. Elle lui donne rendez-vous le soir même. Et donc ce soir-là, arrivé en avance à l'orangerie, c'est au tour de Roland d'avoir le mal du pays. Suzanne à peine arrivée, hyper classe, avec sa robe, ses bottes et son sombrero dans le dos, il se saute dessus. Ah, vous avez le deux en même temps. Enfin, moi, je reviens sur le point 8. Juste. Vas-y. Parce que... Thomas, je sais plus trop, j'avais un truc à dire. Non, mais... Vas-y. C'est passé vite. Dans un monde où le papier est important, cette connasse, elle met le papier dans une enveloppe. Voilà. Je voulais juste dire ça. Ah oui, peut-être que King a juste oublié. Et brûlez-le. Non mais, va niquer. Oui, mais c'est ce qu'elle va faire. Non, mais c'est ce que Roland lui avait dit aussi dans son mot. Il avait dit qu'il serait préférable de brûler ce billet. Hein. Ils sont tous les deux mais là, en fait, elle prend un papier qu'elle met dans une enveloppe de papier. Oui. Voilà, c'est ça qui m'a rendu ouf. Moi, juste à la fin du chapitre 8, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que y a Alain et Culbert qui disent qu'ils montreront qu'ils feront le guet de loin. Enfin, qu'ils feront le guet, et t'as Roland qui précise oui, mais de loin. La suite dans les idées, hein. Il prépare son coup lui aussi. C'est pas au début du point 11, ça? Et il le dit là. Il le dit là, et donc ouais. On fera le guet, dit Alain, Roland acquiesça, si fait, mais de loin. Ok, oui. Et sur sa colline, va bien pouvoir se passer. Il y en a une autre qui fait le guet de loin, c'est la vieille sorcière sur sa colline. Elle regarde dans le cristal rose et on comprend qu'elle est en train de sombrer dans l'addiction. Elle loupe pas une miette du bécotage des deux genoux. S'il continue, la petite vierge ne le saura plus très longtemps, ce qui ne manque pas de lui plaire, puisqu'elle se doute que Suzanne n'a aucune idée de comment elle pourrait simuler auprès du maire la perte de sa virginité. Et, alors, je sais plus si c'est dans celui-là qu'elle le dit aussi, qu'elle se souvient qu'elle lui a laissé une petite surprise au moment où elle perdra sa virginité, ou c'est juste après qu'elle reparle de ce qu'elle je sais plus si elle le reprécise là. Non, c'est pas là. C'est après, ouais. Les amoureux réussissent à se séparer, et notons en passage que Roland a mal aux couilles.
Et Suzanne partage ses craintes. Est-ce que Roland... Écoute, c'est important les détails techniques, ok? Oui, tout à fait. Ah bah oui, là clairement il faut. Et surtout que, en fait, ça revient tout le temps, vu que c'est un sujet à la mort de Jake, c'est un sujet à la mort de Jack Morte, donc c'est un sujet aussi à la presque mort de Suzanne, mais ce coup-ci pour Roland. Est-ce que Roland n'est là que pour la défleurer? Non. Est-ce que ses amis font le guet et peuvent les voir? Oui, mais du coup non. Qui est-il? Pas celui qu'il a dit qu'il était, mais quelle importance. Au passage, on a des détails de la fête de la moisson. C'est elle, la dame de la moisson, un peu comme la reine du bal. Elle a plein de tenues pour cette soirée, dont une un peu spéciale que peu de personnes verront, celle dans laquelle Thorin la déflorera. Ouais, putain. Ouais. Quand il donne le détail de la tenue, putain, le mec il fait vraiment son porno dans sa tête pour y aller, quoi. C'est horrible. Ouais. C'est ça, là. Suzanne confirme qu'elle non plus n'a pas vu de pape depuis un moment. Roland explique qu'ils doivent la jouer finement parce qu'ils ont vu des choses qui ne sont pas censées exister. Des bœufs, notamment. Des bœufs, même. Ouais. Qu'ils ont besoin de les compter, mais ne peuvent pas être pris en train de le faire. Surtout avec le message reçu de Gilead. Pour Roland, il se trame quelque chose à Cydgo et là-bas, grâce à elle, il peut aller compter sans risquer d'être vu. Dans une ambiance électrique, Suzanne conduit Roland à Cydgo, où, on le rappelle, 19 des pétroléums sont encore en état de marche. Ah ouais, je l'avais pas vu. Roland se laisse surprendre par le premier jet de flamme de la torchère. Notons qu'une torchère, je vais la regarder, c'est tuyauterie élevée qui permet de dégager et de brûler les gaz excédentaires d'hydrocarbures. Et je pense que moi, j'ai vu ça que dans des... Je sais pas, presque dans du punk américain, même pas forcément... On voit beaucoup dans Mad Max, par exemple. Oui, voilà. Bah oui. Oui, quand je dis punk, hein. je pense à Mad Max, dans l'idée. Suzanne lui explique le fonctionnement du gaz ici et des détails du pétroléum. Chandelles, tuyaux et compagnie. Et Roland met à jour une vérité qu'elle ignorait. Au moins un des tuyaux n'est pas à sec. Il transporte encore du pétrole. Par contre, j'aime bien sur... Là, il y a une débauche de technologie, en fait. Quand il y a l'électricité, la bouteille de gaz. En fait, il explique vraiment tout. Et il y a un côté assez vibrant dans sa façon de faire, de tout décrire et ensuite de découvrir que dans l'enfance du père de Suzanne, les choses marchaient encore un peu. Parce qu'il dit un peu ça, en fait, dans l'idée. Et je trouve ça assez ouf. Et que le nerf de la guerre, ça reste sur le pétrole. Ouais, c'est fou, hein. C'est marrant, vrai. l'énergie. En même temps, là, c'est un monde qui est très proche du nôtre. On ne sait pas trop si c'est des choses de notre monde qui ont été rapportées dans celui-là ou inversement, mais on sait l'électricité, certains groupes de musique et tout, qui a les mêmes refs. Du coup, ça me paraît logique qu'on ait la même source d'énergie et la même bataille pour cette source d'énergie-là. Voilà. Bah, en fait, les grands anciens n'ont pas trouvé une nouvelle source d'énergie différente. En fait, ils sont juste... Enfin, si, ils l'ont trouvé avec les rayons, par exemple, avec Blaine. Oui. Mais de base, quand tu t'éloignes de ça, t'as quand même la même énergie de base, c'est le pétrole, quoi. Ils ont fait le même chabitement que nous, a priori. Oui, et c'est normal, c'est normal. Avant peut-être de découvrir les rayons, avant peut-être de... Tu vois, tu sais pas, comme on n'a vraiment aucune idée de l'histoire de la technologie dans l'ancien monde, on sait pas si c'est parti d'une très haute technologie et ça s'est petit à petit revenu vers le passé, en fait, tu vois, vers le pétrole, puis vers les cow-boys, puis ainsi de suite. C'est s'il faut, en fait, plus l'entre-deux-mondes va continuer, puis il va revenir vers la préhistoire. Ce qui semble dire à la base Roland, parce que le monde change dans le mauvais sens, quoi. Ouais. Il y a un peu cet effet-là. Ils suivent donc la pipeline, et Suzanne remarque que les pins ont été dépouillés de leurs branches basses, et Roland, lui, il voit des traces de bœuf mal camouflées. De son coup d'œil acéré, quasi surnaturel, pense Suzanne, Roland repère aussi des traces de bottes, celles de Reynolds. Il peut aussi reconnaître les traces de pas, ce qui ne manque pas d'interpeller à nouveau Suzanne, sur qui il est. Roland consent à lui dire son vrai prénom, et alors qu'il se bécote à nouveau, elle sent Réa les épier. Juste sur en fait, là c'est marrant parce je trouve qu'on s'en rend pas compte dans la lecture que on avance sur un gros morceau du secret qui arrive sur Mérys et les chasseurs au cercueil et tout ça, qu'on nous prépare depuis le début, mais toute cette trame de fond, je rappelle un peu la dernière fois, en fait, on s'en fout un peu parce qu'on est omnubilé par Roland et Suzanne. Et en fait, c'est marrant parce que là, en fait, on est en train de nous décrire que y a des bœufs qui sont cachés, il y a des chevaux qui sont cachés, il y a du pétrole qui tourne encore, mais en fait, on s'en doutait pas. Et en fait, t'as l'impression de dire... Ok, mais on s'en fout en fait. Enfin, c'est quoi en quoi c'est un gros sujet. Et je trouve ça assez intéressant que King nous fasse passer ça entre deux trucs. On sent qu'il y a un truc,
Mais on se demande si c'est pas un habillage autour de l'histoire de Roland et Suzanne. Et en fait, bah non, c'est le vrai problème de l'histoire. Et je trouve ça toujours cool, les auteurs qui arrivent à faire ça, à cacher l'histoire dans l'histoire et à se dire, le fond du problème, en fait, c'est pas que Suzanne et Roland, ils arrivent à baiser ou pas, en fait. Le fond du problème, c'est qu'il y a une révolution dans le monde qui est en train de se tourner ici, mais personne le voit parce qu'on regarde deux adolescents en train de ken. Et oui, mais on le voit le monde aussi à hauteur de ces adolescents. Eux, oui, ils c'est ça. des tout petits morceaux de la même façon. Hein. Oui, et après, ce qui est marrant, c'est Roland, 2 paragraphes avant, il disait, en fait, je sais que si on n'était pas amoureux l'un de l'autre, elle serait déjà venue nous aider. Ouais. Donc il sait aussi qu'il est un peu aveuglé par ça, ou qu'en tout cas ça leur met des bâtons dans les roues, ça les ralentit, ça les met sur le mauvais chemin. Et en effet, s'ils n'étaient pas tombés amoureux, Suzanne elle serait encore vivante. Ouais, c'est trop bien. Pardon. Ouais, elle est morte, c'est trop bien. En vrai, elle a besoin de mourir. Mais voilà. Oui, elle a besoin de mourir. Ouais. Et je me suis demandé si, parce que tu disais que Réa, du coup, les observait depuis sa boule rose, et que du coup, Suzanne lui dit de ficher le camp. Et je me demandais si Suzanne avait pas un peu le touch aussi, du coup, pour sentir. Oui, parce que Roland le sent pas à ce moment-là. Mais ce qui est étonnant, c'est que la fois d'après, c'est Roland qui le sent, mais pas Suzanne. Mais Roland aussi, il a un peu le touch, et on le sait. Oui, mais je me demande en fait si le fait que l'un ou l'autre le sente, c'est pas si Réa est plus ou moins concentrée sur un des deux. Oui, complètement, je pense. En fait, je pense que la boule les connecte, entre guillemets, quoi. Tu vois, est-ce qu'elle était pas plus en train de surveiller Suzanne, donc du coup, Suzanne l'a senti. Et après, elle sera plus en train de surveiller Roland, et donc Roland va le sentir. Pour moi, c'est un peu ça aussi. Ouais. Après, évidemment que sans doute le touch ou autre chose permet de sentir plus ou moins bien que Réa est en train de nous observer, surtout via la boule, en fait. Ouais, clairement. Il y a un petit détail important, c'est que Réa, au travers de la boule, n'a que les images, elle n'a pas le son. Ouais, oui, c'est vrai. Ça, c'est trop bien. Ce qui est notamment pratique pour le fait que Roland finit par lâcher son nom à Suzanne. Je crois que c'est du plus tard, non c'est là. Non, pour moi, c'est dans le passage 14, là, c'est celui-là. Oui, Roland, il vient de donner son prénom, et en effet, oui, j'avais pas relevé que Réa, elle a l'image, elle a pas le son. Non, mais je sais plus quand elle le dit, qu'elle a pas le son, qu'elle a que l'image, c'est un peu plus tard, je crois. Parce que je crois que je me suis noté peut-être. Mais peut-être, je sais pas, on verra, mais du coup, je me disais, si on n'a pas le son, comment Roland peut revenir dans le passé et tout comprendre, tout entendre? Ah oui, mais en lien avec ce qu'on on verra ça plus tard. C'est la magie. Peut-être qu'il est plus apte à s'en servir de la boule que Réa. Peut-être. Non. Non. Non, mais il y a un super personnage qui pose une super question. Après, on verra plus tard. Ah oui, dans l'interlude. Spoil, on peut avoir le dédit, bien sûr. Pourquoi je me suis posé la question? Désolé, mais les 2 meilleures questions du passage, c'est lui qui les pose. Hein. Oui, c'est vrai. Chez Réa, la vision disparaît aussitôt et le cristal refuse de se rallumer. Mais Réa ricane en repensant à ce que Suzanne fera une fois sa virginité perdue. Ça n'en serait que meilleur si c'était avec lui. Et en effet, c'est là où elle en parle. Et c'est marrant parce que moi, à ce moment-là de l'histoire, si je connais pas la suite, je suis persuadée qu'elle va le tuer. Et que, en fait, Suzanne meurt parce que Roland est obligé de se défendre et la tue à sa place. Ah oui, qu'est-ce que Réa lui a mis dans le tête? Bien sûr, on en fait tellement des tonnes autour de ça que c'est tellement déceptif ce truc. Alors que ça marche, mais c'est tellement déceptif. Et j'aime bien le petit passage 16 qui dit « Il vaut mieux que vous ne m'embrassiez plus ». T'es au passage 16 là, non? T'es au 15? J'ai fini le 15. Ah pardon, tu es en avance. Ah, c'est drôle, t'es en train de prendre de l'avance. Pour pas qu'en poil il prenne le truc. J'anticipe. Pardon. J'arrive toujours à l'heure. Comme Charlie. Ou comme Blaine. Au choix. Mais non, je suis le cheval de Gandalf. Oh oui. T'as la même barbe. Gris. Et c'est quoi le nom du cheval de Gandalf? Gris-poil. Gris-poil. C'est Gris-poil. C'est drôle du coup. Oui, d'accord, ok. Je pensais pas que tu disais ça en lien parce que pour son nom. Si j'avais pas posé la question par curiosité pour ma culture, j'aurais jamais eu cette blague en fait. Elle est trop bien. C'est pas grave. C'est le cas qui a eu cette blague. Je m'en souviendrai. Suzanne briefe Roland à propos de Réa, sans parler de l'examen final, et comme preuve de son amour, elle lui demande de ne plus l'embrasser ni la toucher, au moins pour ce soir. Du coup, j'aime bien ce passage qui dit « Alors, il vaut mieux que vous ne m'embrassiez plus, ni
ne me touchez plus ce soir. Si vous passez outre, je ne le supporterai pas. Il opina sans un mot et lui tendit la main. Elle l'a pris. Mais vous foutez de ma gueule! Elle vient de me dire! Me touche plus! C'est quoi votre problème? Putain! Oui, mais elle est pas décidée. Tu sais, il y a ce truc de t'as pas l'impression que j'ai grossi juste pour qu'on te dise mais non, t'as pas grossi. C'est la même mécanique, elle a 16 ans, tu vois. Mais normal. non, mais c'est trop drôle. D'accord, je te touche plus, prends ma main. Oui, mais c'est pas touché dans ce sens-là. Non, bien sûr, mais en plus, je fais un peu de mauvaise foi parce que je crois qu'ils portent des gants à ce moment-là, donc ils ont plus de contact corporel pur. C'est ça que je pense qu'il y a. En plus. Reprenant leur chemin, ils découvrent que les branches de pin coupé servent à camoufler les citernes traînées jusqu'ici par les bœufs grâce à des chariots montés de roues immenses, flambant neuves et vraisemblablement confectionnés par Brian Hooker. Roland compte 14 citernes de ce côté du pipeline, toutes remplies du carburant produit par le pétroléum, et nul doute qu'il y en a autant de l'autre. Pour Roland, ce pétrole servira à Farson pour ses machines de guerre, qui viennent peut-être d'un autre ou, et ça c'est drôle qu'il le précise. Ce qui rejoint du coup ce qu'on disait tout à l'heure que y a des liens entre notre monde et celui-là et que du coup ce qui fonctionne au pétrole chez nous ça fonctionne aussi au pétrole chez eux. Et il a conscience d'avoir peut-être résolu une énigme dont même son père ne détient pas la solution, sachant aussi que ce qu'il vient de découvrir ne peut causer que de la mort d'un côté comme de l'autre. Ouais, j'aime bien là il y a la grosse révélation quoi, tu vois il y a vraiment tout le je sais pas, c'est marrant en fait, j'arrive pas à expliquer ça, cette sensation de on parle beaucoup de détails depuis le début, de Roland, de Suzanne, de ce qu'ils doivent devenir. En fait, tu dis vraiment le cas sur le plan à long terme. Alors, on est, je sais pas, à 20-30 ans en arrière, là, tu vois, genre sur le plan à long terme de où doit arriver Roland, pardon. C'est fou, cette petite précision, ces petites mécaniques de précision sur par quoi il doit passer, quoi. C'est incroyable. Oui, ça marche bien. Les amants pressentent que ça ne peut que mal se terminer, sont déchirés entre désir, honneur et promesse. Suzanne avoue à Roland son amour, qui refuse de lui faire rompre sa promesse, sous-entendu de la soulever sur le tas de paille. Triste et furieuse, Suzanne s'en va sans laisser le temps à Roland de s'expliquer, lui aussi pleure en la voyant s'éloigner. Le romantisme. Avec cette fureur qu'elle regrettera une fois couchée. Oui, ça va, on peut se détendre. C'est la même chose, il la soulève dans la prairie, c'est pareil. Soulève-moi sur le tas de paille, va. T'es point 17 là, c'est ça? Ouais, je viens de finir le 17. Ouais, je reviens juste sur le fin du point 16 sur je crois qu'ils n'oseront pas attendre plus longtemps pour porter un coup mortel à Farson. Dans le cas contraire, la filiation pourrirait simplement de l'intérieur et si jamais ça arrivait, une bonne partie de l'entre-deux-mondes s'ouvrirait avec elle. Et en fait, je me disais, en fait, on est bien aujourd'hui, quoi qu'il arrive, quand Roland raconte son histoire, on est vraiment dans un monde où le mal a gagné, quoi. Où les méchants ont gagné l'histoire. Et je sais pas comment expliquer ça. Alors là, on est en février 2025, c'est un peu dur à dire. J'ai peur de me réécouter dans un an, mais on vit normalement dans un monde où les gentils ont gagné. Relativement, tu vois. Ouais. Genre, on est censé être en démocratie, faire en sorte que les gens s'en sortent bien. Tu vois, il y a tout un aspect comme ça. Alors, je le dis de mon petit fauteuil d'homme blanc privilégié, de parisien. Attention, toute proportion gardée. Je sais que les choses sont pas toutes belles ailleurs. Mais du coup, dans un monde où vraiment les méchants ont gagné, et c'est dur, hein, méchant, c'est ultra binaire ce que je suis en train de dire, ça fonctionne vraiment pas comme ça. Hein, genre, je sais qu'il n'y a pas des gentils au pouvoir, je sais que machin. Autant que ça, j'aurais pas voulu voir le monde si les Allemands avaient gagné en 45. Tu vois. Ouais. Et du coup, oh, il a un Falcon. Non, c'est un Falcon que t'as dans la main. Ah, je me demandais la carte que tu avais dans la main depuis tout à l'heure. C'est un Falcon. C'est un légendaire. Oui, c'est un Falcon. Ah, mais c'est pas saison 1. Ah, j'ai eu peur. C'est un tout basique. J'ai dit, putain, il est fou, il prend une légendaire pour marque-page. Tu sais combien elle vaut cette carte? Alors, pour les personnes qui nous écoutent. Autant prendre un billet de 50 et le mettre dans ton bouquin, vas-y. Pardon. Zéphiriel et Grand Poil sont en train de parler d'une carte, d'un jeu, un TCG, un trading card game, c'est-à-dire un jeu de cartes à collectionner qui s'appelle Star Wars Unlimited. Putain, parce que les deux gros nerds de Star Wars avec qui je partage son podcast sont aussi deux gros nerds, notamment de jeux de cartes. Et Grand Poil était en train de se gratter la barbe avec cette carte-là. Il faut peu pour détourner mon attention. Je crois que c'est une carte Magic que t'as pour la tour sombre.
C'est pas une carte Magic, c'est une carte, c'est un token fabriqué par Théo Rivière, qui est un ami et auteur de jeu, qui joue beaucoup à Magic et qui l'avait fabriqué pour un week-end qu'on faisait à la cafetière. La cafetière, c'est un endroit où il y a beaucoup d'auteurs de jeux qui bossent dans le sens travaillent pour fabriquer leurs jeux. C'est un coworking d'auteurs de jeux qui s'appelle la cafetière, et du coup il avait fait un token la cafetière. Voilà, c'est une 4-4 token qui n'existe pas bien sûr dans l'univers Magic. Rien à voir avec tout ça. Donc voilà. Et du coup voilà, donc je sais plus où t'en étais Zef sur. Si, je sais où j'en étais. Pour l'instant les gentils ont gagné, mais. Voilà, en fait autant ça j'aimerais pas vivre dans un. Autant regardez le maître du haut château, ou lisez-le plutôt. Je pense qu'il est bien mieux. Ouais. Oui. J'allais te demander si tu l'avais lu justement. Oui, bien sûr, il est incroyable. Et je pense que en fait le bouquin il est vraiment bien parce qu'il se termine en fait. Il y a un effet et c'est l'apport du multivers encore une fois. Pour la ref, le maître du haut château, roman de Philippe Cadic sur et si les Allemands avaient gagné. Oui, voilà, ouais. Donc c'est et voilà, donc je sais pas si je devrais réécouter cette passage en 2026 quand. Je sais pas si ça se passera l'année prochaine. Mais bon, voilà quoi. Mais du coup, Roland vit dans un monde où les méchants ont gagné et autant il y a un côté excitant à vendre ça dans l'univers de nerd qu'on est de rôlistes, de jeux de vidéo, tout ce qu'on veut, c'est cool parce qu'il y a un côté un peu excitant et exotique là-dedans. Autant personne n'a envie de vivre dans ce monde-là, je vous l'assure. Voilà. Et donc oui, Roland, lui, de son côté, il regrette pas. Il est convaincu qu'en la repoussant, il a réussi à les protéger d'un grand danger. Oui, et il y a un passage de ultra beau, je trouve. De ultra fou. Début du set, puis il se tourna vers Suzanne, qui se souvient des serrements de cœur, dans le sens serré, et de la douceur des premiers émois. Nous gardons de notre premier amour un souvenir aussi peu clair que celui des images illusoires engendrées par le délire d'une forte fièvre. Qu'il nous suffise de dire que, cette nuit-là, sous cette lune déclinante, Roland Deschamps et Suzanne Delgado étaient déchirés par un désir réciproque, luttant pour garder pied dans ce qui leur semblait être le bien, leurs sentiments les balayaient de profonds courants de souffrance et de désespoir. Moi, c'est là où je retrouve une fois de plus Roméo et Juliette et le narrateur de Roméo et Juliette. Et j'y reviendrai tout à l'heure sur le chapitre où c'est le cas qui raconte ce qui se passe. Et tu dis, putain, en fait, c'est d'autres, et c'est encore plus pour moi le narrateur de Roméo plus Juliette, l'adaptation en film de Roméo et Juliette, de vraiment ce speaker de télé qui nous raconte ce qui est en train de se passer et le drame qui est en train de se jouer sous nos yeux. Et c'est complètement ça. Ouais. Et j'aime bien si vous m'aimez, alors aimez-moi jusqu'au bout, faites-moi trahir ma promesse. Je ne peux pas, Suzanne. Alors, votre honneur vous apporte plus que l'amour que vous professez avoir pour moi, si fait, alors qu'il en soit ainsi. Ah, putain, c'est trop. Ouais, je me demande si Roland n'a pas sa mère en tête à ce moment-là de je peux pas te faire trahir ta promesse parce que ma mère a trahi la sienne. Oui, non, certainement. Il pense pas à sa mère. Je pense pas, non. Ouais. Non. Le sang est pas au bon endroit. Hein? De quoi? J'ai le sang est pas au bon endroit, il pense pas à sa mère. Bah si, justement, son sang il est dans son crâne pour dire non, justement. Ah non, il a trop mal aux couilles, c'est pas possible. Bah, sinon il dirait oui, si son sang était dans ses couilles, dans sa bite, il irait. Mais non, là. parce qu'il y a, non, en vrai, il y a des garçons bien dans ce monde qui ne se laissent pas guider par leur sexe, quand bien même il est en érection. Je sais pas où ils sont. Non, mais je connais quelques-uns. Non, mais je sais pas, c'est ouais, bon, en tout cas, il y a un côté beau là-dedans, quoi, je trouve. Oui, bien sûr, c'est beau. C'est vraiment beau, on est d'accord. On salit le truc, mais on est d'accord. Oui, oui, c'est vrai qu'on salit le truc. On salit le truc. Et donc, en pleine nuit, alors qu'il rentre au Barca, Roland entend deux papes revenir à Ambry. Chapitre 10. Oiseaux et ours, lièvres et poissons. Là, on parle de rayons, et en lisant ce titre de chapitre, je vois pas pourquoi on parle de ces rayons-là. De quoi? Oiseaux, ours, lièvres. Enfin, c'est des gardiens, poissons, en fait, il y a le rayon de l'oiseau et de l'ours, et il y a le rayon du lièvre et du poisson. Non, c'est ours et tortue. Ah, c'est ours et tortue. Parce qu'on est sur le rayon de Chardic, là. Donc, oui. Oiseaux et ours, lièvres et poissons. Il faudrait qu'on reprenne la roue pour voir où est-ce qu'ils sont. Du coup, je comprends pas le titre du chapitre. Je sais pas, j'ai pas pensé, j'avoue. Oiseaux et ours, oiseaux et ours. Bah, dites-nous en commentaire. Est-ce que oiseau, c'est pas celle qui fait passer le message? Ours. En fait, oiseau, c'est Cuthbert avec sa vigie. L'ours, c'est Alain, le lourdeau, mais qui est plus philo qu'il y paraît.
Le lièvre, c'est Roland. Et Qui le a la poisson, baiser. c'est Suzanne. J'essaye. Oui, non, en J'essaie. vrai, ça marche, hein, ça marche. Dites-nous en commentaire, Je c'est sais quoi pas, votre théorie c'est là-dessus. quoi en VO? Oui, en VO, Bah, elle ça doit être la même chose, je pense qu'il aurait pas changé grand-chose. En vrai. Ça se trouve, c'est ballot de paille. J'allais faire la blague en disant oh là là, c'est voiture et camion. Bird and beer and har and fish. Har, c'est quoi? Ouais. H. R, c'est lièvre. R, c'est le lièvre. Har. Ouais. C'est R? R, ouais. A-R-E, hein. H-A-R-E? Un H. H-A-R-E, oui, ouais. oui, ça se prononce lièvre. quasiment R. pareil. Ouais. Mais cependant, j'attends Émilie déjà. C'est pas oiseau et ours, virgule, lièvre et poisson, c'est... Oui, c'est et machin, et lièvre et poisson. Ouais. Ouais. Et. Voilà, ils ont changé la virgule par le et. Ce qui en français est vrai, hein. Moi, on m'a toujours expliqué que la virgule, c'était un et. Oui, parce qu'on met pas de virgule avant un et. C'est soit l'un, Que soit le l'autre. et était aussi une virgule. Donc c'était Ouais. une façon d'éviter la répétition. Ouais. Voilà. Le jour le plus important de la vie de Suzanne, je cite, un moment clé comprend-on, et on se demande bien lequel, survient 2 semaines plus tard, Oh là 15 là. jours durant lesquels elle et Roland ont su se tenir éloignés pour faire taire les racontards. Tout est calme, mais c'était sans compter sur le cas. J'imagine Roland avec une crampe au poignet. Je me disais, putain, 15 jours, on est vraiment sur un timing de western, quoi. Tout prend du temps, tu vois. Genre. Ouais. Voilà. Catastrophe, la 2e robe que Suzanne doit porter a été lacérée par un animal. Sans doute Wolf, le chien du maire, ce qui vaut un fou rire à Suzanne. Mais pas de panique, il reste 2 mois pour en confectionner une autre s'il faut, habile façon de King de nous donner un repère temporel. Suzanne rentre chez elle sous l'œil mauvais de sa tante. La communication entre les deux est rompue, même la communication non verbale, Suzanne envoyant malgré elle des signaux de gamine entêtée. Elle n'a pas réussi à cacher sa colère et son malaise. Et se retenant d'arracher le visage à sa tante, la responsable de tout ça, elle lui raconte. Là, on est encore une fois de plus, si on n'est pas concentré, on se dit putain, on est 2 semaines après ce qui vient de se passer. Suzanne, elle revient, elle raconte un truc qui s'est passé le matin, je déteste les flashbacks. Surtout que là, je comprends pas pourquoi il en fait, quoi, tu vois. Il n'y a pas trop d'intérêt à ça, sur les petites parties comme ça. Je pense qu'il y a ce truc où, en fait, c'est intéressant pour le dialogue qu'elles ont toutes les deux après, et ce côté où elle a besoin de lui raconter, même à elle, il faut qu'elle lui dise. Pour ça, c'est intéressant. Après, est-ce que c'est vraiment indispensable? Non. Est-ce que ça aurait pu être présenté autrement? Oui. Je trouve que ça aide pas à la compréhension, en tout cas, et à la fluidité, mais c'est pour ça que j'aime pas les flashbacks, parce que moi, ils me cassent un petit peu ma lecture, en général. Conchetta, la couturière en chef, la fait se déshabiller entièrement et la plante là pour aller chercher quelque chose. Les rêveries de Suzanne sont interrompues par le maire taurin, l'horrible pervers et dégoûtant maire taurin, qui la prend dans ses bras et la tripote, suant, puant, langue pendante et bandant comme un sale chien. Et je me dis, c'est presque une insulte pour les animaux de dire ça. Mi-tétanisée, mi-pleine de sang-froid, Suzanne lui parle calmement, essayant de le rappeler à la raison. Mais il réclame au moins un petit quelque chose, un, je cite, bonbon. Et jouit dans son pantalon, en se frottant à elle, et en lui plottant les seins, et elle, je crois même qu'elle est complètement bloquée contre le mur à ce moment-là. Ouais. Suzanne la pauvre a un aperçu de l'enfer qui l'attend, et de tout ce à quoi elle va devoir renoncer, sa tranquillité et son innocence en premier. Putain, le passage de... Ouais. Moi, il m'a pas mis très bien. Je l'ai passé un peu vite, mais. Ah, pardon, j'allais relire parce que je trouvais infernal, mais je vais pas. Non, il est très sale. Non, très sale. Tu peux. Les personnes qui n'ont pas envie de le réécouter peuvent avancer de 2 minutes. Ah ouais, c'est tu peux le relire si tu veux. Il jetait un. C'est important, hein, on l'a déjà dit, c'est important de pas invisibiliser ces choses-là. True date. Il jetait un coup d'œil dans le miroir et l'aperçut au-dessus de son épaule gauche tel un incube. Les yeux lui sortaient de la tête, son front était couvert de grosses gouttes de sueur malgré la fraîcheur de la pièce, et il avait la langue pendante tel un chien mort de soif. Putain, l'enfer, ouais. Quoi. Ouais. En fait, c'est là où King il est aussi bien que horrible, c'est qu'il est bon à tout décrire, et du coup même ces choses-là, même les choses que t'as pas envie qu'on te décrive aussi bien. Mais c'est important de le faire. Pour changer un tout petit peu de sujet, j'ai regardé les noms des gardiens. Ouais. Et en fait, il n'y a pas l'oiseau, il y a l'aigle, il n'y a pas l'oiseau. Les 3 autres existent, mais il n'y a pas l'oiseau. Donc du coup, j'ai encore moins une idée de ce que ça peut être ce titre de chapitre. Ouais, du coup, pour moi, c'est encore plus ce que tu disais, c'est-à-dire des métaphores des 3 garçons et de la fille. C'est possible. Tu peux regarder parce que là, t'as posté sur le truc, tu peux regarder en anglais?
Le nom des rayons. Mm. Je crois que c'est pareil. Je crois que c'est ça, mais j'ai un doute. Ah ouais, si c'est Eagle ou Bird. Je pense que c'est Eagle. J'ai regardé même Garuda, j'ai trouvé sur... Oui, Garuda. Ouais, bah oui, c'est Garuda. Bah ouais, bah écoute... Bah ouais, on attend vos théories en commentaire là-dessus. Là, clairement, si j'y pense, je ferai un sondage sur Spotify, ouais. Ouais, je trouve Eagle en anglais. Ok. Condescendante, Cordelia lui dit que c'est rien et qu'elle en fait des caisses. Cord ne peut pas et ne veut pas comprendre de toute façon, et impossible de lui avouer qu'en plus, elle a rencontré quelqu'un qu'elle aime. Suzanne bouleversée chevauche jusqu'à la Soleil et y pleure à chaudes larmes, doutant de devoir aller jusqu'au bout. Elle est tellement bouleversée qu'elle a chevauché accru, ce que Roland a remarqué en la voyant passer au loin. Alors il l'a suivie et désormais il est à genoux, à ses côtés, la prend dans ses bras et sèche ses larmes à coups de baiser. Et ça c'est mignon. Ça j'aime bien, ça marche. Juste en français, j'aime bien la tante qui dit « Oh ça va, moi aussi j'ai senti le bouc du vieux Tom par derrière une fois ou deux, Suzanne. Si fait, et par devant Itou. » Itou. Et Itou en français, c'est as well en anglais, mais ça marche bien je trouve en français. Voilà, la vieille Cordelia qui dit « C'est bon, moi aussi j'ai Ken, t'inquiète. » Donc Roland l'a pris de lui redemander de l'aimer jusqu'au bout, ce qu'elle fait. La suite, c'est le cas qui nous le raconte, un peu comme la voix du narrateur de Roméo et Juliette, je le disais tout à l'heure. Preuve que c'est le destin et que c'est lui qui mène la barque. Les deux amoureux se dénudent, s'aiment et se condamnent. Ouais, bah je trouve qu'il a bon dos le cas là, tu vois. Le côté, quand elle dit... il lui semblait que le sol se reposait sous elle. Plus tard, elle songeait que c'était la première et unique fois de sa vie où elle avait vraiment senti le cas, ce vent qui ne soufflait pas du ciel mais de la terre. Il est venu à moi après tout, se dit-elle. Mon cas, pour le meilleur ou pour le pire. Je me disais, wow, il y a bon dos le cas ici. Je l'imagine tranquillement en train de mater la scène d'en haut et dire, wow, vous baisez, c'est votre problème, c'est pas ma faute, d'accord? Je suis pas là, c'est pas moi qui vous pousse l'un dans l'autre, d'accord? Et voilà. Si, je pense qu'ils ont complètement. que pour le... Oui. J'imaginais juste un petit web strip en 3 pages. T'as fait ta en disant, fanfiction, wow, ouais. c'est pas moi qui vous dis de baiser, d'accord? Bah là, si, pour le coup. Si, complètement. Roland s'endort. Il ne connaîtra plus jamais de sommeil paisible, nous dit-on. Quand Suzanne le prévient qu'elle ne tiendra pas sa promesse auprès de Thorin. Elle veut rester avec lui et d'ailleurs, peut-être porte-t-elle déjà son bébé. Ce qui doit arriver arrivera. Ils assumeront, guidés par leur amour. Roland promet de tout faire pour s'occuper d'elle maintenant qu'elle a décidé de renoncer à tout, mais il faut qu'elle ne fasse mine de rien pour le moment. Il s'étreigne à nouveau et cette fois, c'est Roland qui se sent épié. On passe dans l'édition G-Luc-G, on passe les illustrations. Voilà, on peut retrouver le chapitre dans le passage 8 là. On passe les illustrations. Ouais, il y a le cahier d'illustration dans le... Au milieu, ouais. Dans le milieu là. Et le passage 8 fait passer ça dans le sens où elles sont en plein milieu du chapitre, quoi. Ah, pas moi, c'est marrant. Pourtant, on a la même édition. T'as ça là? Bah ouais. Elles sont où pour toi? Moi, je suis pas loin, mais je suis pas encore... C'est après le cas, là? Moi, c'est page 416, 417. Non, parce que moi, je passe le cahier d'illustration à la page 450. Wow. D'accord, on n'a pas la même... Ouais, je suis pas encore. Je la passerai la prochaine fois. C'est marrant. Ah ouais, pour moi, c'est là. D'accord, ok. Bah ouais, parce que du coup, c'est con parce qu'en fait, il l'aurait mise page 442. Bah, c'était entre partie 2 et partie 3. Tu vois, quitte à la mettre de façon random les cahiers, d'un bouquin à l'autre. Tu sais, c'est des cahiers infiltrés dedans. Je pense non, c'est pas des cahiers, moi, c'est collé. Donc c'est un carré collé en plus, oui, d'accord. Ouais. Bah, ils auraient pu. Bah là, non, c'est entre les deux trucs. L'illustration que je trouve incroyable, toujours. Ouais. Réa a bel et bien tout vu et se délecte d'avance de la petite hypnose qu'elle a imposée à Suzanne, qui doit se déclencher une fois sa virginité perdue. Et en effet, une fois les amoureux assoupis, elle voit Suzanne se réveiller, le regard vide, et se lever nue, mais sa vision est interrompue par Moisy qui lui saute dessus, la boule s'éteint mais refuse de se rallumer, ce qui vaut au chat à 6 pattes de frôler lui aussi la grillade au feu. Ça veut dire Suzanne. Plusieurs choses, pardon. Quand Roland... ils disent, je porte déjà peut-être un enfant de toi, tu y as pensé. Il continue machin et tout et il dit non, l'idée n'avait pas effleuré, maintenant il y pensait, un enfant, nouveau maillon d'une chaîne qui se perdait en amont dans la pénombre où Arthur l'aîné avait mené ses pistoleros à la bataille, Excalibur sa grande épée brandue au-dessus de sa tête et la couronne du tout monde
Voilà, déjà, on apprend qu'il avait une couronne du tout monde sur son front, mais peu importe qu'en dirait son père ou Gabrielle, en apprenant qu'elle allait devenir grand-mère. En fait, je me dis, il parle de son père comme père, il parle de sa mère comme Gabrielle. Je dis, est-ce qu'il a renié sa mère au point de dire c'est plus sa mère, mais juste c'est Gabrielle? C'est marrant que ce soit formulé de cette façon. Et après, il dit, si tu portes mon enfant, ce sera ma bonne fortune et la mienne aussi. Je me disais, wow, l'enfant maudit de Roland, ce serait le premier, parce que on sait pas si elle est enceinte. Enfin, tu vois, peut-être qu'elle l'est, hein. Alors, c'est dans 2 mois, je crois, Non, c'est pas dans si loin que ça. Si, c'est dans 2 mois. Ouais, c'est dans donc 2 mois. On aurait su qu'elle était enceinte d'ici là. On se serait peut-être douté, oui, genre, j'ai plus mes règles, machin. Mais du coup, je me disais, oh, si Suzanne porte son enfant et qu'elle crame avec, c'est le premier enfant maudit de Roland, quoi. Mais après donc ils continuent à discuter. Après le feu de joie à la moisson, elle dit Thorin, je serai dans le lit de Thorin normalement. Et lui il dit tu n'entreras jamais dans son lit, tu peux compter là-dessus. Je m'en porte garant. Et ça aurait été marrant qu'ils disent quitte à tout brûler, tu rentreras pas dans ce lit. Ça aurait été très drôle. Ouais, c'est presque sous-entendu, mais oui, ça aurait été. Non mais brûler, Suzanne, brûler, tu vois. Oui, quitte à te brûler, tu la vois. Donc Réa, j'aime bien en français, elle dit Réa n'est pas le moins du monde surprise, étant à la fleur de son âge, elle supposait, parce qu'elle dit ils mettent un deuxième round, allez c'est bon, tu sais. Elle supposait que le gamin avait assez de jute dans son sac. C'est très crado. Oui. Et en anglais, elle dit spunkum. S-P-U-N-K-U-M. Et je me dis, c'est tellement crado comme terme. J'ai pas spun, j'ai cum, mais j'ai pas spun. Spun, c'est le. En fait, c'est un peu un mélange de deux, parce que spunk, ça peut désigner le sperme comme cum, et on dirait une contraction des deux mots ensemble. Ouais, c'est marrant. Et mais spun. Attends. Ah non, c'est Kenedo. Ah merde, je confondais. Je crois que c'est un terme québécois, spun. C'est un craquage. Je me suis trompé du coup, je pensais. Voilà, je trouve ça marrant. Et j'aime beaucoup que le suspense soit mis aussi pour Réa. Tu vois, même elle perd sa vision, elle n'arrive pas à voir ce qui se passe après, elle est énervée et machin et tout. Et je trouve ça trop bien qu'on le voit à travers ce que Roland va découvrir lui-même, quoi. Ouais, mais elle se dit quand même que tant pis, parce que de toute façon, le résultat de sa manigance, elle le verra parce que tout le monde pourra le voir. Oui. Mais c'est c'est pas le fait qu'elle soit énervée ou qu'elle soit... C'est pas ça, je lui dis... Tu vois, il nous fait monter le suspense où on va comprendre ce qu'elle lui a demandé de faire. Et même Réa perd le truc et tu te dis, putain, c'est quoi qui va venir? Et en fait, qu'on le découvre par Roland plutôt que par Réa qui est en train de regarder ça dans la boule, je trouve ça marrant. Et du coup, il fait encore monter le suspense en disant, le truc va être évident pour tout le monde. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? C'est flingué. Et donc, alors que Roland est sur le point de sombrer profondément dans le sommeil, un pressentiment, le chaos, peut-être un peu de touch, le réveille. Le cas. L'entraînement du pistolero, voyons. Ouais, clairement. Oui, clairement. Suzanne, qui dormait à ses côtés, a disparu. Il part la chercher, nue, et la retrouve au bord d'un ruisseau, nue, elle aussi, agenouillée dans l'eau, semblant y chercher quelque chose. Roland comprend qu'elle n'est plus elle-même, alors qu'elle ne répond pas à ses appels. J'adore... C'est vraiment ces petits passages que là j'ai cité que je trouve incroyables parce que c'est les trucs qui te mettent du lore à foison pour pas grand chose. C'est Suzanne, pas de réponse. Et soudain une pensée lui glaça le cœur. Elle a été infectée par un démon. Pendant que je dormais insouciant à ses côtés, un démon l'a infectée. Cependant, il y avait du mal à y croire. Si un démon avait rôdé aux abords de cette clairière, il l'aurait senti, probablement qu'il l'aurait senti tous les deux, de même que les chevaux. N'empêche que quelque chose cloche. Et en fait, je me disais, c'est fou que ça pourrait être une expression, être infecté par un démon en disant ok, elle a perdu la tête ou truc comme ça, elle a eu un coup de folie. Mais pour eux, c'est un vrai cas. Ça peut exister, ça peut être le cas d'un démon qui infecte quelqu'un, comme les Bretons qui parlent les Korrigans, et pour eux, c'est naturel, tu vois, il y a un truc de bah oui, ça existe. Et je trouve ça trop stylé. Et clairement, quand elle dit Roland demeura sur le talus par les horreurs perçant qu'elle entendait se trancher la gorge de honte et de culpabilité après ce qu'ils avaient fait, bah c'est décevant. Voilà. Roland sort de sa léthargie et accourt vers elle quand elle utilise un morceau de quartz tranchant. Non pas pour trancher la gorge, mais pour couper ses cheveux. Roland tente de l'arrêter, les amoureux luttent, Suzanne rendue plus forte par son enchantement. Trop bien ça aussi.
Ouais, ça c'est cool. Ça c'est hyper cool. Bien sûr, vrai conte de fées, c'est enchanté, du coup t'as plus de force que... C'est trop bien. Ouais. Roland parvient à la réveiller en émettant un genre de son strident près de son oreille. Je sais plus s'il claque ou s'il siffle. Je claque la langue. J'ai pas compris ce qu'il faisait. Je sais pas trop non plus. Il faut un super claquage. Ok. Trop bien. Ça fait mal aux oreilles. C'est comme le Witcher qui appelle le Witcher qui appelle son cheval de n'importe où. Ouais, non, mais c'est pas qu'à 2000, quoi. Tu vois, c'est... Non, ça fait pas mal aux oreilles. Désolé, je comprends pas ce que tu me dis. Ouais, c'est ça. Désorientée, Suzanne ne se souvient de rien et demeure confuse, d'autant que Roland a bien failli lui casser le poignet. J'ai tellement rigolé, parce que je suis si fort, Suzanne. J'aurais pu casser le poignet, tu comprends? Ça va, attention, je suis dangereuse. Connard, va. Roland retrouve Flash dans le bosquet où il l'avait caché, équipé de matériel puisqu'il comptait camper pour la nuit. Il récupère dans un petit coffre fermé à clé un coquillage qui était là avec d'autres, et avec un médaillon qui a le portrait de sa mère. Suzanne, elle, se regarde dans l'eau et elle contente de voir que les dégâts sont largement camouflables, mais ne comprend toujours pas pourquoi elle a fait ça. On est tous d'accord, c'est ultra déceptif. Juste parce qu'on l'a pas dit, quoi. Genre, Oui, on s'attend à ce qu'elle se tue. Elle se coupe les cheveux, quoi. Ça va, c'est pas la mort. Genre, je comprends en fait, pourquoi c'est grave. Je pense que c'est un truc culturel de elle se défigure une fois que ça sort. Oui, je suis d'accord. J'imaginais pas, enfin, tu vois, je voyais pas Rhea provoquer sa mort juste par dépit, par vengeance, mais la faire chier la petite jeunette qui était trop belle, plus belle qu'elle et qui allait mener une vie plus facile. Messieurs, ça monte tellement en épingle le truc, tu vois, genre il va se passer un truc. Oh, elle se coupe les cheveux. Tu vois, je la voyais bien, moi, sortir du lit de Thorin et l'assassiner à coups de couteau dans le cœur en disant, wow, ok, c'est violent, c'est ouf, parce que Rhea se venge, quoi. Genre, c'est une sorcière. Hein. Ouais. Il y a deux choses. Rhea, quand elle enchante Suzanne, elle dit j'ai été cool, j'aurais pu faire bien pire que ça. Donc on a déjà désamorcé un peu le truc. Après, King, il s'amuse à tout le temps réamorcer en nous menant sur des fausses pistes, mais dès le départ, Rhea, elle a dit franchement, ça va, j'aurais pu être vraiment méchante, et là, j'étais cool parce que en réalité, elle mérite pas. Donc, on a ce truc-là auquel on est censé se tenir, mais King, il fait tout pour qu'on s'y tienne pas. Ouais. Et il y a aussi, sur le truc des cheveux, on est dans un conte, et les contes dans les cheveux, pour les filles, notamment les princesses et les demoiselles, qui sont les personnages principaux, c'est hyper important. C'est l'histoire de réponse, c'est ça que ça raconte. Et genre, les filles dans les contes, les princesses, on leur coupe pas les cheveux. Si elles ont les cheveux courts, c'est pas des princesses, ça marche pas. Donc c'est aussi ça, en fait. C'est t'as les cheveux courts, tu perds de ta superbe, de ta carrure, de ton aura, de ta féminité, et ça marche plus, du coup, et c'est presque un désaveu, et c'est presque une honte, en fait, d'avoir des cheveux courts quand t'es une princesse de conte. Et c'est en fait, l'histoire. Ouais. Oui, il le dit un peu Roland mal, mais il le dit après. Bon. Oui, mais c'est là où ça marche. On est d'accord que c'est décevant, parce que nous, on est dans le tome 4 de La Tour Sombre, et on sait qu'il peut y avoir du sang, et que ça peut tirer à balles réelles dans tous les sens. Et là, c'est pas ça. Mais quelque chose me dit que d'ici la fin du tome, on va pas être déçus en termes de violence. Ouais. Il faut être patient. Mais en effet, on s'attend pas forcément à ça. Roland a sa petite idée. Donc là, sur cette histoire de pourquoi Suzanne a fait ça et de pourquoi elle s'en souvient pas, Roland, lui, il a sa petite idée. Probablement Rhea Ducos. Il va en avoir le cœur net grâce au coquillage qui, tel une balle de revolver, va permettre à Roland de l'hypnotiser. Ouais. Je suis pas... je suis pas très fan... Enfin, je trouve que ça marche pas. Pour le coup, ça, c'est moi qui me place en fou, mais... Le côté Roland avait sa petite idée, si les cheveux étaient la vanité d'une femme, l'obliger à les couper, révéler un brin de méchanceté chez une autre, une idée pareille ne viendrait jamais à l'esprit d'un homme. Ta mère, bien sûr que ça viendrait à l'esprit d'un homme aussi de couper les cheveux d'une femme juste pour lui faire perdre sa vanité. Enfin, tu vois, il y a un côté un peu masculiniste, j'aime pas trop là-dedans, un peu. Je me demande si quand j'étais gamine, j'étais harcelée au collège par des filles en primaire. Là, je pense que cette histoire, c'est plutôt en primaire. Et j'ai des souvenirs d'être en classe derrière ces filles-là qui ont les cheveux longs et d'avoir envie de leur couper les cheveux. Et de ce fantasme de dire, en fait, les cheveux, c'est tellement précieux, ça fait tellement partie de ta personnalité, en plus, quand t'es une fille, de dire, mais en fait, ta putain de queue de cheval, je vais te la couper et ça sera la plus grosse vengeance que je peux te faire. Et il y a un truc très enfantin là-dedans aussi. Oui, je suis d'accord, mais dire qu'il y a que les femmes qui pensent à ça, c'est faux. Enfin, je peux t'en citer des cas. Okay. Alors, au collège, j'en connais des mecs qui ont coupé les cheveux des filles juste pour les faire chier. Et tu dis, même eux, ils y pensaient, tu vois.
C'est juste cette façon de le dire. En fait, il y a un raccourci de Roland comprend les choses, il sait que ça peut pas être... Ça, il fait son enquête, il élimine tous les hommes d'un coup. Tu dis, mais non, connard, bien sûr que si, ça peut De toute façon, là, c'est juste des histoires de chamaillerie. Et les 3 personnes qui se prennent la tête, c'est 3 femmes. Donc, tu vois, à un moment donné, c'est aussi à King de faire l'effort de... C'est exactement ça. Et en vrai, bien sûr que c'est pas un homme qui a hypnotisé... tu vois, il y a un truc... il y a une sorcière sur la colline. Qui aurait pu hypnotiser Suzanne T'es passé la voir dernièrement? Oui. Ça pourrait être quelqu'un d'autre, tu penses? Bah non. Qu'est-ce que tu crois? Une sorcière, une jeune fille pucelle jusque-là, et une méchante tante. Bien sûr. C'est vraiment, c'est du coup, 3 femmes, les 3 clichés des contes, et voilà. Et Roland, qui arrive, le sauveur, sur son cheval blanc, et qui, cette fois-ci, quand même, merci, l'embrasse avec son consentement, mais rappelons qu'il y a des princes qui ont embrassé des princesses sans leur consentement. Alors, pendant qu'elles dormaient. Quand il lui embrasse les joues et les lèvres sur ses larmes, il lui a pas demandé avant s'il pouvait le faire. Je dis ça comme ça. Et avant, elle disait, ne m'approche plus, ne touche plus. Oui, mais voilà. C'est pas trop comparable je voudrais rappeler quand même La Belle au bois dormant, le conte d'origine. Bien sûr. Et je parle pas de la version de Disney, je parle du conte d'origine. Il fait pas qu'embrasser. Il fait pas qu'embrasser parce qu'elle donne naissance à des enfants. Oui, bien sûr. Pendant qu'elle est dans le coma. Donc là, on est quand même dans la bonne partie du conte. Je critique le sexisme de King sur cette partie-là, mais on est quand même, on a un peu sauvé les meubles quand même. J'imagine Disney qui, non. J'aime bien Suzanne, est-ce que je peux essayer quelque chose? Elle sourit en coin, quelque chose que tu n'as pas encore essayé. S'y fait tout ce que tu voudras. Wow! On va se calmer, les gars. Ça fait 24 heures, même pas. Oh! Ils sont chauds. Putain! C'est bon d'avoir 16 ans, ouais. L'hypnose marche, évidemment, avec beaucoup de facilité. Suzanne lui raconte tout, mais bute à un moment clé, quand Réa lui a chuchoté à l'oreille avant de la laisser partir. À partir de là, Suzanne ne voit que du rose. Comme la boule, évidemment. Alors, l'hypnose marche grâce à une petite poésie qui commence « Oiseaux et ours, lièvres et poissons ». Ah, mais putain, bien vu. Mais c'est vraiment le seul moment, on sait même pas d'où vient cette comptine ou autre. Oui, ok, mais en effet, c'est un moment clé. C'est même le moment clé de toute cette histoire. Enfin, un des moments clés de toute cette histoire. Ok. Moi, j'aime bien. Merci, bravo. Oiseaux et ours, lièvres et poissons, accordés à mon aimé, son vœu le plus profond. Oui, ça marche complètement. J'aime bien la majeure partie de son expérience d'hypnose venait des séances sur ses amis, exercices d'écolier qui tournaient à la farce et occasionnellement au grand frisson. J'ai dit, putain, mais l'enfer d'avoir ça en tant qu'écolier, te dire allez, va te jeter du plomb, c'est trop drôle. Vous êtes fous, les gars. Et on lui avait enseigné aussi qu'il y avait des démons dans l'infra-esprit, oui, parce qu'il dit je vais aller plus profond, mais j'ai peur. Et il dit, il peut y avoir des démons dans l'infra-esprit. Si on descendait à leur niveau, ils sortaient parfois de leur grotte pour venir à votre rencontre. Et je me demandais s'il n'y avait pas une ref à Susanna, Data et Odetta. Parce que Data, du coup, elle doit se cacher dans cette partie-là du corps d'Odetta, enfin de l'esprit d'Odetta. Et je trouvais ça fun qu'il y ait une référence peut-être plus tard de ça, tu vois. Oui, avec cet aspect, cette citation, je crois que c'est la dernière fois que j'en parlais sur le côté les monstres et les démons vivent à l'intérieur de nous. Ils sont vivants, ils vivent à l'intérieur de nous. Parfois ils gagnent. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pareil avec le passage à l'âge adulte et tout. Parmi les concepts de King qu'on retrouve le plus. Et donc Roland se doute que Réa lui a demandé d'oublier et n'ose pas creuser plus profond, comme tu le disais. Et il se juge pas assez expérimenté. Il la réveille et puisqu'ils sont jeunes et en forme, ils refont l'amour. Putain. Ça commence à faire beaucoup, hein. Franchement, c'est épuisant. Hein. Non mais c'est vraiment le... Ok, on refait... les quarantenaires, quoi. Ça va. Non, mais c'est trop drôle, c'est trop bien. Excusez-nous. Hein. On a des substituts pour s'aider un peu. Toi, t'as surtout 2 enfants qui doivent bien déjà te fatiguer. Bref. C'est vraiment je pense qu'ils font autant l'amour qu'ils se sont refusés avant, quoi, tu vois. Oui, bien sûr. C'est la passion de la jeunesse, tu vois. C'est évidemment qu'ils sont... En fait, t'es jamais rassasié de l'autre. Complètement. Ça marche hyper bien, en vrai. Ça marche bien. Au moment de se séparer, ils établissent un plan. Chimie pourra de temps en temps leur servir de messager et ils pourront aussi se laisser des messages dans la paroi rocheuse derrière, le cœur vert, un petit salon de thé. Ouais. Ils savent que c'est risqué, mais plutôt mourir que de renoncer à se revoir. Pas de demi-mesure, quoi. On se reverra, je crève si on se voit plus. T'as jamais eu des amours de jeunesse où tu dis je t'aimerais pour toute la vie, je pourrais mourir pour toi, machin Malheureusement, si.
Mais tu vois l'idée, en fait. Oui, je vois l'idée, elle a tenté de se suicider. Comment tu veux que j'enchaîne après ça? Pardon. C'est vrai, mais c'est pas... Enfin, elle va bien aujourd'hui, non, mais c'est pas drôle. Non, ça allait pas, mais c'est... vaut mieux en vrai maintenant. Oui. Voilà. Donc, peu de temps après, tante Cordelia tombe sur Jonas en sortant du magasin général. Jonas attend entre les statues qui ont caché Roland. Et il attend donc entre le statut de l'ours et la statue de la tortue. Gardiens. Il est littéralement au centre du rayon, telle est la tour. Complètement. C'est trop bien. Et sous les yeux ébahis des dames alentour, il l'escorte et porte pour elle sa caisse de provisions jusqu'à Hill Street, profitant tous les deux de ce moment pour faire connaissance, Jonas prenant des nouvelles de la nièce, Cordelia battant des sourcils. Des cils, pardon. Des sourcils. C'est vraiment l'archétype de la commère. Putain, c'est horrible, quoi. Ah, c'est les gens qui peuvent nous voir, se disent qu'on discute. Ouais. Non, mais il y a ce truc incroyable de... On sait, quand on en est là, qu'on est sur les deux grands méchants de l'histoire, ou qu'en tout cas, Cordelia, elle va jouer un rôle capital dans le fait que Suzanne va mourir par son lien avec Jonas, parce que on en a déjà parlé. En fait, nous, on pensait qu'ils étaient déjà en train de fricoter tous les deux. En fait, on se rend compte que non. Mais il y a ce truc où c'est les deux grands méchants de l'histoire. C'est eux qui vont avoir un rôle capital dans le fait que ça va mal se passer. Et là, on a un paragraphe où on est presque touché par leur flirt. Parce qu'ils flirtent comme des gens normaux. Et tu te dis, moi j'ai trouvé ça hyper troublant en fait, d'être touché par ce flirt et d'être amusé par ce flirt, parce que du coup c'est un flirt d'adulte, donc ça me parle. Ouais. Et parce que je m'identifie plus en eux là, qu'en Suzanne et Roland. Si je mets à part les personnages qui sont et la méchanceté qui est à côté, ce truc de oh là là, cet homme charismatique qui m'aide, et puis alors en plus il y a toutes les filles qui sont jalouses et tout, je le comprends, tu vois, je l'ai vécu. J'ai un ex qui était sous-marinier. Et quand il faisait ses classes à Brest, à l'époque, ils étaient encore obligés de sortir du camp qu'ils avaient avec avec un uniforme. Et en fait, à l'époque, l'uniforme des premières classes de marine, ça ressemblait vachement à l'uniforme de Top Gun. Et moi, j'allais le chercher à la gare Montparnasse avec son uniforme de Top Gun, un mec hyper beau d'1m90, avec toutes les meufs qui me regardaient en mode... Ouah, c'est quoi ce gars? Et du coup, c'est ça, là, c'est la même mécanique, évidemment, que tu as envie, que les autres, elles envient ton gars parce qu'il est beau, parce qu'il est galant, parce que regardez, le mec hyper important du maire, il me porte de l'intérêt. Et je me dis, putain, c'est ouf, en un paragraphe, King, il nous vend une histoire d'amour à laquelle on a envie d'accrocher, alors que c'est les deux pourritures absolues du roman. Moi, j'aime bien ça. Oui, j'ai adoré, mais c'est vraiment extrêmement troublant et il est vraiment très très fort. Ah, mais j'aime bien cette idée de voir qu'en fait, ils ont le droit aussi d'être amoureux et de vivre une vie à côté du fait de tuer des enfants, quoi. C'est trop bien. Mais oui, parce que c'est. C'est comme ça, c'est bizarre. Tout est pas blanc ou gris, quoi. Oui, un peu. C'est-à-dire que. Je sais pas, moi, ça m'a pas fait du tout cet effet-là, en sachant justement que c'était Cordelia et Jonas. Enfin, vraiment, ça rajoutait une couche de vanité que j'aurais pas pas mis sur quelqu'un d'autre, tu vois. C'était vraiment, c'est la vieille pourriture avec le vieux pourri qui se promène dans la rue et qui se montre. Enfin, vraiment, moi, ce passage-là, limite, me donne des boutons parce que ils sont tellement horribles, j'ai pas envie qu'ils aient une vie normale. J'ai pas envie qu'ils se comportent comme ça. Enfin, vraiment, à part avoir envie de leur mettre des baffes à tous les deux, ça m'a fait vraiment aucune autre réaction, ce passage entre les deux. Ah ouais, c'est marrant. Moi, j'aime bien. Ouais, moi, ça me fera ça plus tard, quand Cordelia, elle est vraiment en train de faire basculer le truc et qu'elle va le voir pour lui dire « je pense qu'il se passe quelque chose entre ma nièce et le petit gars que t'as à l'œil, là. » Et là où je suis plus là-dedans, mais sur juste cette phase d'intro, je suis vraiment en mode « ça marche hyper bien, hein, moi aussi je veux cette histoire-là, tu vois. » Et en fait, alors que pas du tout. Il y a une mention des régulateurs aussi. Oui, j'avais demandé si c'était un rapport avec le bouquin, mais on en a déjà parlé, je crois. On en avait déjà parlé, ouais, en effet. Et c'est le cas? Je me souviens pas très bien des régulateurs. Je me souviens qu'on avait dit que de toute façon, les régulateurs, c'est sorti le même jour que Désolation. Il y en a un qui est sorti sous le nom de Richard Bachman et l'autre qui est sorti sous le nom de Stephen King. En fait, c'est les mêmes personnages dans deux réalités différentes. Donc c'est forcément lié à la tour sombre quelque part. Après, je sais plus exactement ce que sont les régulateurs. Je pense que le prochain King que je lis, c'est les régulateurs. Et après, comme ça mettra le truc. Ouais. Et du coup, celui d'après, ce sera Désolation. Oui. Avant les talismans des territoires à pleurer. C'est sûrement très bien. Oui, parce que, alors, on parle de la tour sombre, mais tu parles de talisman et territoire. Talisman, tome 1, territoire, tome 2, les deux écrits avec Peter Straub. La King, il a
ça faisait longtemps qu'on savait qu'il voulait écrire un tome 3 d'après une idée que Straub lui a laissée avant son décès, machin truc. Là, il a commencé l'écriture et dans une interview qui est sortie, il était dans le podcast Le Kingcast la semaine dernière à l'heure où on enregistre cet épisode. Retrouvez la traduction sur Stephen King France, évidemment. Il a dit, il avait déjà dit, c'est trop cool d'être de retour dans l'entre-deux-mondes, machin. Et là, il a littéralement dit, en fait, ça va être la tour sombre. Ça va être lié à la tour sombre, ça va être connecté à la tour sombre. On va avoir un tome 3 full tour sombre. Je pense que plus il approche de sa fin de vie et plus il revient vers l'entre-deux-mondes, vers la tour sombre et vers cette espèce de truc qui a du sens dans son œuvre, parce qu'on la retrouve là, ces 5 dernières années, vraiment de plus en plus. Et il l'assume complètement et il l'a déjà annoncé. Donc on n'a pas de date de publication, mais on va avoir de la tour sombre à se mettre sous la dent, pas dans le cycle de Roland, mais en tout cas au moins dans l'entre-deux-mondes d'ici pas trop longtemps. Je suis tellement content. Oui. Non. On a hâte. Non mais on s'en fiche. Trop hâte. Donc Jonas laisse tante Cordelia à l'angle comme prévu, et Cordelia marche d'un pas léger jusqu'à chez elle, où elle voit Suzanne rentrer. Elle l'appelle pour l'aider, et remarque non seulement elle l'appelle pour demander à l'aider, oui, et remarque non seulement que la fille est mal fagotée, mais surtout qu'elle a l'air heureuse et légère, comme avant la mort de son pas. Alors qu'elle n'est pas vraiment légère, en fait. Vas-y, va au bout de ton idée. Bah, c'était crade. Oui, c'était très crade, voilà. C'était juste pour... Voilà. Oui, j'ai vu ton regard, mais j'aimerais bien un jour, j'aurais dû scream, putain. Ouais, ça va, ils ont fait 3 fois l'amour. Sans capote. Oh, on sait pas, hein, comment ça se termine à chaque fois, donc je dis ça, mais je sais pas. Oui, après, elle dit, peut-être que je porte déjà ton enfant. Ah bah machin, oui, c'est que bon, c'est bon. Ouais. Je pense qu'elle sait comment on fait les enfants. Non, mais je me dis, il aurait pu se retirer avant, tu vois, c'est ça que je voulais dire. Oui, on va alors, arrêter, c'est trop crade. Je suis désolé pour c'est très sale, c'est nul en fait. Toutes les personnes qui nous écoutent, c'est pas une méthode de contraception fiable. Oui, non, et je suis désolé, il n'y a aucun sens à cette blague, elle est vraiment nulle. Je présente vraiment mes excuses, elle était nulle à chier. Voilà. Non, après, ça pourrait être un vrai sujet de se dire où en est l'éducation sexuelle dans l'entre-deux-mondes, si c'est une version un peu reculée de la nôtre, dans le sens où j'ai fini de lire la semaine dernière, L'heure des femmes, qui est une histoire un peu fictionnée, et c'est dommage pour la partie fiction, de Ménie Grégoire, qui est la première femme à avoir fait une émission de radio dans les années 60 pour les femmes. Et vraiment pour, en fait, les ménagères. On est quand même à l'époque où le droit de vote est encore un peu compliqué pour les femmes. Il n'y a pas encore eu Gisèle Halimi et Simone Veil, donc il n'y a pas le droit à l'avortement, il n'y a pas toutes ces histoires-là. Et en fait... avec cette émission de radio-là, dans le livre, il y a pas mal de reproductions de courriers qu'elle recevait. En fait, les femmes ne savaient pas comment les enfants étaient faits parce qu'on leur expliquait pas. Beaucoup de femmes ont eu leurs règles pour la première fois et on pensait qu'elles allaient mourir parce qu'elles comprenaient pas pourquoi elles saignaient. Et c'est une histoire réelle ça a même pas 60 ans. Donc, je me dis dans quelle mesure King, il a quand même écrit ça avec sans doute un peu cet héritage-là aussi en tête. Dans quelle mesure il y a aucun indice qui nous dit où en est l'état de l'éducation sexuelle dans l'entre-deux-mondes et dans cette partie-là de l'entre-deux-mondes, mais en vrai, c'est plausible, tu vois. Oui, complètement. On peut quand même imaginer que Suzanne étant quand même dans un élevage de chevaux, elle nous a même parlé qu'elle a déjà vu le bas des chevaux. C'est vrai. Je pense qu'elle est plutôt au courant de comment ça marche, le papa et la maman. Oui, c'est vrai. Très bon. Oui, je pense qu'en effet, pour le coup, les gens de la campagne savaient peut-être un petit peu mieux que les gens de la ville sur ces sujets-là. Ouais, clairement. Quelque chose sonne faux chez cette fille, mais la tante ne la croit pas capable de cacher un gros secret. Pourtant, elle passe pas loin en l'interrogeant sur sa tresse. Peut-être que c'est juste son flirt avec Eldred qui lui a brouillé les idées. Mais tout de même, méfiance avec cette jeune pucelle. On ne sait jamais. Et c'est drôle ce passage parce que je trouve que c'est très de son âge que Suzanne pense à faire une maxi poker face alors que pas du tout. Oui, c'est ça. Genre, oh là là, je vais faire semblant d'être grognon alors qu'en fait, je suis trop contente. Non, meuf, tout le monde t'a grillé. C'est drôle. Moi, j'aime bien le fait qu'elle... cependant, quelque chose sonnait faux. Cordelia passe un doigt sur le col de la casaque de Suzanne. Pourtant, ça, c'est sec quand elle dit « je me suis rincé les cheveux » ou un truc comme ça. Je vais dire « oh putain, la Colombo en bois, quoi. » Tu vois, vraiment incroyable. Ouais, mais elle lui charge vraiment les puces, quoi. Ouais, clairement. Interlude. Kansas, quelques camps. Retour au cathète, qui semble sortir d'un état léthargique alors que Roland fait une pause pour boire.
C'est drôle, en fait, il fait une pause pour boire et tout le monde se dit « Oh putain, attends, ça sort un peu de un mi-sommeil, mi-coma, mi-trance, en fait, Exactement. presque. » Ça fait 24 heures que tu parles, là. C'est bizarre. Non, mais c'est ça. Alors, Parce que Eddie, il est malin. incroyable. Il se pose la même question que nous. Incroyable. Il Déjà, pose 2 bonnes questions d'affilée. Une qu'on se pose quand même depuis le début et qui nous a été répondue en commentaire, et encore merci, c'est comment Roland peut-il savoir tout ça? Et Roland, il répond pas. Ah, il a dit, il dit c'est pas encore le cas de poser cette question. Oui, mais il répond pas à la question. Oui. Et il dit, oui, c'est pas qui dit rien, il dit, le moment viendra pour en parler. Oui, d'accord, ok. Et Eddie, il pose aussi son autre question. Depuis quand il parle? Parce que ça lui paraît être des jours et des jours. Susanna, qui semble aussi se réveiller, intime à Eddie de laisser parler Roland. Le pistolero les mettant en garde sur le reste de son récit qui semble lui-même le terrifier. Fun fact un peu méta, la réalité est tellement usée ici qu'il sent presque tous les personnages de cette histoire à ses côtés. Et on pourrait étirer un peu le truc de se dire, en fait, il y est littéralement parce qu'il y a Roland et il est dans le même livre que ces personnages-là, donc évidemment qu'il est à côté. Ah pardon, oui. C'est ma théorie. J'ai gagné un point méta, c'est bon. Non, bien sûr. Le temps, j'aime bien le temps est différent ici. Je t'avais prévenu. Maintenant, tu t'en aperçois par toi-même. Toutes les nuits ne sont pas de la même longueur depuis tout récemment. Les jours non plus, mais on prend davantage conscience du temps. La nuit, n'est-ce pas? Oui, je crois que oui. Est-ce que c'est la tramée qui étire le temps? Et en fait, j'adore, mais c'est ma théorie que j'ai depuis 2 ans, là, non? J'adore cette idée. 2 ans, hein, si tu parles du début du podcast. Oui, c'est ça. Depuis que j'ai lu, en fait. Ça fait déjà 2 ans. J'adore cette idée que donc, le temps soit malléable, parce que c'est une histoire qui est racontée, parce que le temps s'adapte au temps raconté. Je rappelle que on sait que c'est le cas ici, parce qu'il rentre dans un autre monde, celui de Mérys, et de l'histoire de Roland. Pour eux, c'est une nuit, mais l'histoire s'étire dans le temps. On met beaucoup de temps à la lire, l'histoire qui est racontée par Roland. D'où le temps qui s'étire pour eux, qui semble être plusieurs jours, parce que nous, on met beaucoup de jours à le lire. Et du coup, il dit, ça fait longtemps que j'ai l'impression que cette histoire est racontée. Oui, elle est racontée pendant longtemps, parce que nous, on met beaucoup de temps à la lire. Et comme c'est des personnages de livres, même s'ils vivent à travers ça, en fait, ça met du temps. Et du coup, le temps s'arrête pour ça. Et c'était le même cas sur le chapitre 5 du tome 1, la nuit qui s'étire à l'infini tant que la discussion n'est pas terminée, en fait. Parce que nous, on a besoin d'avoir cette discussion en un seul bloc, mais du coup, ils prennent qu'une seule nuit pour la lire, mais on prend plusieurs jours pour la lire. J'adore cette théorie. Ouais, j'aime bien, ça marche bien. J'adore ma théorie. C'est important. Avec le soutien de son cathète, Roland reprend sa palabre et énonce « Le parfait amour est chiant », répéta Roland. « Chiant comme toute drogue dure qui rend accro. Et comme toute drogue dure, 3 petits points. » Qui est allé voir la suite? Je suis pas allé voir. J'ai résisté. Ouais, je suis allé voir, moi. J'ai pas résisté, je dirais rien. Suspense, du coup, on le saura dans l'épisode du 19 mars. Ouais. Est-ce que vous avez des choses que vous avez envie de dire sur tout ce passage? J'ai beaucoup kiffé ce passage, plus que je le pensais, parce que sur la fin du passage précédent, c'était effectivement un peu chiant. Ouais. Mais là, j'étais content de les révélations qui y sont faites sont fortes, j'aime bien. Il y a beaucoup plus de choses intéressantes de préparation aussi pour la suite, hein, qu'on sent venir gros comme des maisons, mais qu'on a hâte de découvrir encore plus. Ouais. On sent la préparation aboutir. Ouais. Moi, j'ai adoré l'interlude, mais ce que j'adore revenir en quête. On est qu'à la moitié, ouais. On sent la préparation aboutir. On a encore 400 pages. Ah oui, on est chez King, qu'est-ce que tu veux? Il y a Conte de Fées qui vient de sortir en poche. Le poche, il fait 1000 pages. On est chez King. Oh, vache. Ouais, c'est un petit pavé, c'est une arme de défense, quoi. C'est vraiment... du coup, rendez-vous le 19 mars prochain. On va donc attaquer la partie 3. On va lire les chapitres 1 à 4 compris. Waouh, 4 pouces, waouh. Où ça? Ils sont pas immenses, non? Non, 60 pages. Non, c'est pas plus de pages que maintenant, normalement. Chapitre 1. C'est 100 pages en tout. 4. Ouais, ça va. On est bon, on est bon. À l'aise. Oui, c'est marrant qu'il y ait beaucoup de chapitres pour rien. Enfin, de petits chapitres. Oui, c'est ça. Ça va aller vite. Donc, fidèles auditeurs, auditrices, retrouvez-nous comme d'habitude sur les réseaux et venez en parler avec nous sur Discord. Tous les liens sont en description de cet épisode. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser vos questions. Où que vous nous écoutiez, ça marche. On a des notifs dans tous les sens, donc
Spotify, YouTube, vos applis de podcast. La chef tout ça. a des notifs et elle nous les transmet gentiment. Oui, sauf les commentaires d'Anne-Sophie qui les envoie à grand poil via le roi Steven et ça me fait rire, donc c'est ok, vous pouvez continuer. Merci messieurs pour ce nouveau voyage avec vous. Merci à toi. Et de même, un grand plaisir. Avec plaisir, oui. Et je vous souhaite que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Et le double du compte pour vous. Après 3, 1, 2, 3. J'ai compté plus vite que d'habitude en plus. Trop de stress.